OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bonjour à vous tous et bonne et heureuse année pour tous nos auditeurs parce que c'est notre première de l'année. Et cette année, pour commencer l'année en beauté, et comme pour la première émission à vie que Zone Parallèle a eue, nous avions en studio Bruno Lefebvre et Jean Morissette. Bonjour les gars. Salut Carole. Est-ce qu'on t'entend bien, Bruno? Moi, je m'entends pas. Ah oui, donc, parle donc, voir. Bonjour. Ah ici, oui. C'est JMD. Bruno avec vous jusqu'à 11h en compagnie de Carole. Lauzé. Oh, mystère. On a aussi Steve Zuniga qui est avec nous au studio. Bonjour, Steve. Bonjour, bonne année. Merci beaucoup. Oui, bonne année. On commence l'année de l'émission. Bonne année. 2019, Bonne année à en tout plus. le monde à la maison, sur la route, au travail et dans les loisirs. Oui, bien sûr. On va avoir une émission assez remplie aujourd'hui, d'ailleurs, parce que tu vas nous faire une chronique assez intéressante, Bruno. On va en parler un petit peu plus au cours de l'émission, mais il va s'agir à peu près de quoi? Oui, on va faire de l'exo-agriculture ce matin, Carole. Oh, c'est bon, ça. On va parler de cresson, de patates et puis de, de colza, de graines de coton, d'arabette des dames, c'est un cousin du cresson, et puis de la levure et des œufs de mouche pour faire un bel écosystème extraterrestre. Oh, ce que j'aime, la manière que tu dis ça. On va faire un buzz. Ouais. C'est le cas de le dire. Là, aujourd'hui, on va. Je vais avoir plein de nouveautés cette année. On commence l'année comme ça. D'ailleurs, pour 2019, je vais vous informer durant le cours de l'émission de la météo et de l'état des routes aussi. J'ajoute ça aussi à mon créneau parce que, en fait, on est une émission d'information. Et c'est bon aussi d'informer en général. Et c'est à la demande du public aussi parce que on a beaucoup Québec et Lévis qui nous écoutent en direct. Et ceux qui nous écoutent, bien, c'est le fun de savoir quelle température il fait ou l'état des routes en ce moment ou soyez prudents ou J'ajoute ça en retour de pause durant le cours de l'émission. Mais je vais aussi inclure à l'occasion des témoignages que je reçois, comme celui que je vais vous lire à l'instant. C'est celui de Benoît Thibault, qui d'ailleurs a plusieurs observations à son actif. Donc, il m'a fourni tellement de cas que j'en ai pour je ne sais pas combien d'émissions à vous lire. Et Benoît est un auteur, un écrivain très crédible. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se parle via Facebook. Vous allez dire que c'est peut-être pas crédible. Non, je connais le personnage. Et tout ce qu'il dit, c'est très crédible parce qu'il y a tellement de détails aussi qui ajoutent à ses textes. Vous allez le voir quand je vais commencer à vous lire un de celui qui m'a envoyé cette semaine. Mais d'ailleurs, il m'a envoyé l'année passée, mais ça n'a juste pas jamais donné que je vous en lise. Mais cette année, je vais essayer de prendre un petit quelques minutes à chaque émission pour vous lire des histoires que je reçois, des témoignages que je reçois de gens par courriel ou par messagerie privée. Et donc, et je vais aussi parler de certains récits, entre autres tirés du livre d'Éric Zurcher. Ça veut dire des cas d'OVNI à travers le monde. Je vais en tirer une coupe comme ça. Et toi, Jean, en fait, avant que je lise mon petit texte, oui, on va parler de choses quand même assez étranges qui nous arrivent à toi et moi. Côté téléphone, comme j'ai dit. Oui, ceux-là qui trippent un peu complotistes, là, je pense qu'ils vont être contents à matin. OK, oui. Oh, oui. Et Steve Zuniga, ben lui, il va essayer de démystifier le tout. Bonne chance. Ben, en tant que technicien en télécommunication, c'est un petit peu plus facile à trouver les petites problématiques. Parce que j'ai vécu déjà pas mal de problèmes différents en termes de télécommunication, dont un
un de tes cas que tu m'as parlé. Donc, c'est des sons que j'avais déjà entendus, mais ça n'empêche rien. Comme je disais à Carole, c'est possible qu'elle soit écoutée, mais... Mais dis-en pas trop. Dis-en pas trop. OK. Et moi, je pourrais rajouter pour le bon vouloir et le contentement de nos auditeurs que lors de l'avant-dernière émission de Zone Parallèle, il y a des hélicoptères qui sont venus faire un tour autour de la station. Or, moi, j'habite à Québec. Oui. Sur un 10e étage, sur René Lévesque. Or, je les ai même entendus. Il y avait 2 ou 3 escadrons de 3 hélicoptères et ils arrivaient au-dessus de la station, faisaient leur petit tour, s'en allaient et revenaient comme ça et je les ai filmés. Ah, oui. Yes. Alors, je sais que vous les avez filmés à partir du stationnement ici. Je les ai pris en photo aussi. Pris en photo. On a des effectivement. Preuves. Bon, parfait. Alors, on se fait un dossier pour Zone Parallèle dans Internet. Oui. Carole, avec ça. Oui. Puis, vous allez voir. Mais par contre, ce truc d'hélicoptère-là, je m'étais fait dire que c'était à cause du Rouge et Or, que la gang... Oui, que t'en aies 3, ça va, mais que t'aies 6 ou 9 hélicoptères en même temps, ça fait bizarre. Oui, puis qui tourne au-dessus de la station à Lévis, là, quand on parle du Rouge et Or, qui est à Sainte-Foy, à l'université. Ben oui, c'est loin un peu. Un petit peu loin. C'est un petit peu loin, puis ça gaspille du gaz un peu, ces hélicoptères. Tu sais. Ben, j'ai trouvé ça c'est étrange. notre argent, c'est pas grave. Voyons donc. Hey. Non, mais on entend... Moi, on s'entend qu'on a des écouteurs sur la tête, mais malgré ça, j'entendais le mais t'es tellement bas. Oui. J'ai ouvert la fenêtre qui était juste à côté de mon bureau, puis je les ai aussi filmés. Oui. On les a pris en photo et Manon était ici en studio. Elle est sortie à l'extérieur et elle en a vu 6. Oui, exactement. Et là, elle dit, ça tourne en rond dessus. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Oui. Est-ce qu'ils étaient numérotés, des... C'est des hélicoptères de l'armée. Fait que j'ai pas... OK. Pas vraiment regardé s'ils n'ont pas de numéros. C'est des hélicoptères Oui, comme il y a des numéros. Ouais. C'est juste que des fois, ils sont peinturés en noir sur fond vert foncé. C'est brillant, ça. Noir sur noir, c'est ça? Ça, c'est brillant. Ils sont faits pour se faire reconnaître d'une autre façon. Ben, okay. Donc, pas visuellement qu'on va être en mesure de voir c'est quoi le numéro de série de l'hélicoptère. On peut reconnaître le modèle, cependant, c'est le même qu'il y a dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Donc, on peut déjà refermer la recherche en connaissant le nom exact du type d'appareil. OK. C'était spectaculaire. Et moi, je les ai en contre-jour en plus. C'est des belles images, mais on voit vraiment qu'elles sont trop basses. Ben oui. Et au point de vue des réglementations pour tout ce qui vole, les avions, tout ça, ils sont trop bas. Oui, mais l'armée, ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits, c'est ça. Non, mais les vitres en shaké, ça, là. Ben, c'est ça. On appelle ça en bon français, du stalking. On venait sneaker, on venait faire les WRE, savoir d'où ça venait, ces ondes étranges-là. D'ailleurs, je me permets, avant que nous soyons interrompus par les gens de la GRC et de l'armée, je me permets de faire un appel à tous les extraterrestres qui sont à l'écoute ce matin. Je ne sais pas s'ils pognent ces GMD. Ben, manifestez-vous. On veut vous voir, on veut entendre de ce que vous avez à dire. Nos micros sont ouverts pour vous. Présentez-vous, on est là jusqu'à 13h cet après-midi. Hey, là, si ça cogne à la porte à ce moment-là, tu vas répondre. Oui, c'est ça. Oui. Je veux s'amener des pastilles contre la toux, fait que je suis immunisé contre tout. Il dit, moi, je suis pas allergique à ça. Fait que j'ai pas C'est mes amis. Ah oui, c'est tous nos petits amis. C'est tous nos petits amis. Les petits amis ou des grands amis, là, ça dépend de la grandeur qu'il y a. Ben oui, c'est ça. Je vais commencer l'émission, justement, à vous lire le premier texte. Oui, ben oui. J'en ai beaucoup de pages à lire. Je m'attendais à avoir 2 pages, mais il m'en a envoyé 6. Fait que... Seigneur. Mais c'est très détaillé. En même temps, c'est un genre d'appel à témoins que je fais parce que je vais nommer des noms. Parce qu'il y a plusieurs noms qui ont été écrits dans ce texte et celui qui me l'a envoyé, Benoît Thibault, me dit « Nomme-les parce que eux, s'ils s'en souviennent, peut-être que eux vont pouvoir témoigner en même temps pour corroborer donc les noms que je vais nommer. Si vous vous reconnaissez et vous reconnaissez en fait le fait que vous avez été témoin de ce que je vais vous lire, bien, ça serait le fun que vous vous manifestiez. Ou si quelqu'un de la famille de ces personnes-là, des proches, les connaissent, bien, faites-leur entendre le podcast. Bien hâte d'entendre ça. Oui, c'est ça, moi aussi. Alors, je commence. Il faut que je vous raconte. Au tout début de l'automne 1974, alors que je travaillais pour Hydro-Québec au chantier de Manic 3, il m'est survenu un événement absolument fantastique qui a su bouleverser une grande partie de mon existence. Juste en partant, Jean, on s'entend que
c'est vrai que ça bouscule et ça bouleverse une existence de quelqu'un quand on est témoin. mon dos, oui. Ben, c'est ça, je me dis. Ben, c'est la base. Ben, c'est ça. Je me trouvais dans un bureau, la répartition entre guillemets, en compagnie de Lionel Hénaud et Jean-Guy Pinault. Autour de nous, ce n'était qu'ateliers et menuiseries, de plomberie, de garage, ateliers de soudure et d'électricité. Tous ces ateliers, les employés préparaient, entretenaient et réparaient les outils, véhicules et le matériel dédié à l'élaboration du barrage proprement dit, le Manic 3. Je ne sais pas si à date, ça vous sonne une cloche, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'OVNI qui ont été vus à l'époque dans ce coin-là. Il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs. On a un premier ministre provincial qui est mort mystérieusement à Manic aussi, dans le temps. Lequel? C'est pas l'évêque? Pas l'évêque. Johnson. Il a fait une crise cardiaque. Et puis, Maurice Duplessis également, il était en visite dans le Nord. Je pense que c'était pour l'annonce de la construction des premiers arrêtez donc, barrages. Ouais. Je sais qu'ils ont nommé le barrage Daniel Johnson. T'es encore jeune, toi, pour savoir ça? Pourtant, ben oui, Garol est toute jeune. Ah oui, toute jeune. Les jeunes, ça connaît plus rien. Ça. Il n'y a pas tellement de différence avec vous autres. Juste un petit peu moins de cheveux. On te donne une chance, là. Arrête. Aide-nous un peu, là. OK, mes sacrés vieux. Excusez. Excusez-le. Je me sens exclu un petit peu. Oui, en parlant de jeune, on a le plus jeune ici, c'est bien Steve. Ça n'a même pas 50 ans, ce petit gars-là. Regarde ça, ça a la calotte sur la tête. C'est encore vert. C'est encore vert. Ça, c'est pour cacher la calvitie. C'est ça, ça n'a même pas besoin de Viagra, ça, cette affaire-là. J'ai pas ma carte de FADOC, mais je pourrais, tu sais. Fait que moi, je l'ai atteint, moi, ce petit morceau-là. Ben moi, avec, ça a pris du temps avant que je puisse le savoir, mais moi aussi, je suis éligible. Et je vais aller me chercher ça parce que ça donne des rabais. Ça a l'air que ça vaut la peine. Ben oui. Ah oui, vas-y, Carole. 5 sur mon petit café. On s'éloigne. Ben oui, je continue mon texte. OK. Pour plus loin, par la fenêtre à ma droite, je pouvais distinguer les bureaux administratifs, la cafétéria, la cuisine, le dépanneur, le bureau de poste et même une petite succursale de la Banque nationale plus loin. Encore tous les immenses dortoirs qui se profilaient. C'était là que je résidais pendant les jours de semaine et quand la fin de semaine arrivait, je retournais chez moi en prenant place à bord de l'auto de Ghislain Lévesque commis au dispatch ou dans lequel Daniel Lapointe commis à la paye 2 gars de Bécomo, etc. Des gens partant, on a déjà des noms assez, je ne veux pas offusquer ou faire, en tout cas, bref. Si de la fenêtre à ma droite, je voulais voir une direction du chantier proprement dit, ce qui est impossible d'ailleurs. Il me fallait me coller la joue contre la vitre pour distinguer la montagne au sommet de laquelle était construite une belvédère destinée à pouvoir admirer le barrage en argile compacté en construction tout en bas. Autrement dit, de nos bureaux, je pouvais distinguer le barrage en raison de cette montagne qui nous séparait. Je n'arrive plus à me souvenir de l'heure qui était lorsque les suivantes se sont produites, mais je sais que nous avions plusieurs heures de travail accomplies parce que la routine s'était installée. Alors, vous savez que on sait ce qu'on veut dire par là, routine, là. Lorsque ta journée de travail commence, tu es encore gorgé de souvenirs de ta journée et les soirées précédentes et même un peu de la nuit consacrée à dormir sur ce type de chantier. Cela peut te rendre une bonne demi-heure avant que tu prennes le rythme de ton travail et que tu puisses t'y concentrer pleinement. Je m'attarde sur ce point de concentration au travail en raison du fait que je ne me souviens plus de l'heure qu'il était quand j'ai eu la chance de voir de très près un véritable ovni. La journée avait commencé comme d'habitude, avec le passage de Donald Martel Ragueneau, surintendant de la répartition, Donald Desjardins et Albert Sabourin, tous trois venus pour prendre leur message, puis repartis sur le chantier ou dans les ateliers. Ces deux derniers étaient des résidents de Bécomo. À l'autre extrémité du bâtiment, Roméo Thériault, contremaître et Ghislain Lévesque, commis, y œuvraient à la répartition dispatch, entre autres, de toutes les machineries sur le chantier. Et dans leur dispatch, généralement, plus de 15 opérateurs
conducteurs et commissionnaires se trouvaient présents, assis sur des chaises ou de longs bancs ou de longs murs, en attendant à voir si quelques travaux complémentaires leur seraient assignés. Je me souviens parfaitement du moment où est survenue l'arrivée de l'OVNI, dont il sera question ici. Machinalement, je décidai de regarder le ciel par ma fenêtre pour savoir quelle serait la température du reste de la journée. Le ciel était rempli de petits nuages épars et d'aspect sombre. Je me suis plu à penser que si les nuages se réunissaient je vais-tu le dire, en un seul, nous aurions alors de fortes probabilités que la pluie nous tombe dessus. Le soleil, à peine voilé par ces petits nuages poussés par un vent paresseux, éclairait l'ensemble des ateliers. Déjà en partant, on voit que cet homme-là, c'est un écrivain. Il écrit tellement détaillé, mais en même temps, c'est bon. Tous ces détails-là, ça peut nous sonner des cloches à quelques instants. OK, je continue. Alors, je prenais conscience que le bourdonnement incessant de la machinerie circulant autour des ateliers, quelque chose a attiré mon attention dans le ciel. Il y avait un objet bizarre qui, soudain, a su retenir toute mon attention dans le ciel. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que ce gros objet cylindrique était parfaitement immobile au-dessus des ateliers. Il faut avouer que j'ai fait un de ces sauts en constatant ce que l'appareil de la même grosseur qu'un gros avion demeure stable, suspendu dans le ciel. Je pouvais voir que l'extrémité avant n'était pas allongée. C'est un peu comme si vous auriez placé une petite coupole aplatie au bout d'un tube. Or, sans briller de façon excessive, cet objet reflétait un peu du soleil sans luire, en ce sens que le métal dont il était composé me parut mat, pour ne pas dire terne. Il revêtait d'un aspect de métal dépoli, gris, et ne paraissait pas y avoir de joint entre les parties. En fait, je pouvais distinguer parfaitement parce qu'il était à moins de 500 pieds et de haut, au-dessus, à ma droite. C'est bas en tabarouette, 500 pieds, là. Pas haut, ça. Non, c'est pas haut. Tout à coup, alors qu'un ahuri... Voyons, je sais plus lire un matin, ça va pas bien. Tout d'un coup, alors qu'ahuri, je tentais de comprendre ce qu'est cet appareil capable de rester ainsi suspendu dans le ciel sans bouger. Il se mit à progresser pour passer devant mon regard. Pendant un moment, ahuri, je regardais cet objet cylindrique et de couleur aluminium mat, de plus de 30 mètres de long et dont le diamètre du cylindre pouvait avoir au moins 10 mètres de diamètre. Ça, c'est énorme. C'est 10 mètres, c'est une centaine de pieds de haut, là. Comme faux. En tout cas, qui se déplaçait très lentement d'est en ouest. Les extrémités étaient très légèrement arrondies, comme je l'ai mentionné, sauf qu'au début, je ne pouvais pas voir l'extrémité avant. Ce n'est que lorsqu'il est passé devant moi que je peux affirmer que les bouts étaient plus plats que j'avais cru au départ. Lorsqu'il a été vis-à-vis de moi, j'ai prévenu mes confrères de ce qui se passait en leur criant sans être plus excité qu'il ne le faut. Et il venait voir, et il dit ça comme ça, et il venait voir, il y a un drôle d'objet dans le ciel. Et nous sommes sortis du bureau pendant qu'il était encore au-dessus de nos têtes. Pendant plus de 5 minutes, nous avons pu voir très distinctement le long cylindre qui volait sans aucun bruit et très lentement, certainement à moins de 10 km/h. En tout cas, si ça aurait été un avion, celle-ci se serait écrasée sans nul doute en volant si lentement. Le cylindre métallique se dirigeait vers la montagne du Belvédère et nous savions que derrière cette montagne, tout au bas, c'était le barrage de Manic 3 en construction. Nous comprenions qu'il passait obligatoirement au-dessus de ce barrage. Et d'ailleurs, ce Belvédère-là, ils estiment que la hauteur de l'engin était à environ 100 pieds du Belvédère. Donc, lui, il pense aussi que le fait... ce 100 pieds, c'est pas tellement haut. Bas, là. Ben oui, c'est bas. Quelqu'un qui était sur le Belvédère, c'est sûr qu'il... Je sais pas, là, il devait pas sentir... Il devait sentir de quoi? Les cheveux devaient élever, certains. Ben oui.
En tout cas, lorsque le cylindre fut et s'éloigné, j'ai pu constater que le bout arrière semblait à s'y méprendre tant en forme que par la présence de quelques fausses fenêtres disposées de façon aléatoire. Bizarre, hein? Des fausses fenêtres. Ce qu'il y avait de remarquable, en plus de son comportement vol lent et stable, malgré le vent moyen en puissance, il se déplaçait de façon rectiligne. Et c'est ce que nous pouvions distinguer, plusieurs fenêtres dont pas une n'était à la même grandeur. Aucune de ces fenêtres n'était vraiment carrée ou rectangulaire. En plus, toutes les fenêtres apparentes au coin arrondi ne comportaient pas de vitres. Peut-être qu'il les voyait juste pas parce que la forme de matériel utilisé n'était pas comme, je sais pas, avez-vous déjà entendu parler de ça, des trucs comme ça, vous, à date? Ben un peu. Il y a des descriptions justement de gros cylindres qui ont été dessinés et ça ressemble un petit peu à ce que c'est décrit là. Mais tu vois, nous autres, le 22 septembre dernier, on était 5. On était 5 à l'avoir vu, un cylindre. On ne voyait aucune fenêtre. Mais les bouts étaient arrondis quand même. Là. OK. Je vais continuer la fin parce que j'achève de lire le texte. Hey, c'était long. Je ne m'attendais pas à ce que je reçoive... Mais c'est intéressant. Oui. J'essaie de le lire correctement, par exemple. C'est bien correct. Donc, je disais, en plus que toutes les fenêtres apparentes au coin arrondi ne comportaient pas de vitres, certaines étaient un peu comme encavées et d'autres faisaient saillie. Il y avait des fenêtres, elles aussi, soit encavées ou saillantes aux extrémités. De plus, pas une n'était rectiligne en rapport aux autres et au profil cylindrique de l'appareil. Un peu comme si les fausses fenêtres avaient été disposées au hasard par un ingénieur astronomique excentrique. J'aime bien son... Oui. Donc, c'était vraiment pas aligné, les affaires. C'est spécial. En tout cas, le gars, c'était pas l'esthétique certain qui regardait quand on construit l'appareil. Plus tard, silencieusement toujours, le fameux cylindre a dépassé la montagne de Belvédère à 100 pieds, pas plus que ça. Et comme s'il volait à une altitude très, très basse, il a disparu de notre vue. Je savais dès lors qu'il survolait la partie du barrage en tille, en construction alors. En tille, je ne sais pas si... En tout cas. En effet, l'appareil OVNI survolait le chantier du barrage en construction tellement lent que plus de 300 personnes ont témoigné avoir vu la même chose que moi. C'est énorme, 300 personnes. Là. Plus de travailleurs ont pris des photos. Et c'est là que ça s'en vient intéressant, ce que je vais vous lire. Les travailleurs ont pris des photos. Est-ce que tu as dit qu'ils ont pris des photos? Oui. Plusieurs travailleurs ont même pris des photos de l'OVNI. On veut les voir. Attends, c'est là que ça s'en vient intéressant. Les policiers en civil et ensuite les militaires sont venus emprunter les photos que personne n'a plus revues, malgré les promesses de militaires de les retourner à leurs propriétaires. C'est clair, hein? C'est vrai. Façon des preuves. Go. Je cache ton cellulaire dans ce temps-là. Moi, il n'y avait pas de cellulaire en 1974. J'ai eu trop peur. Tu sais. Il n'y avait pas de cellulaire en 1974. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est en 1974. Ben oui, j'oubliais. Tu ne pouvais pas imaginer que l'armée te ferait un coup pendable pareil. En tout cas. Donc, ils ont pris les négatifs. Ben, ils ont ramené des photos. Oui, c'est ça. Donc, ils ont effacé toutes les preuves. C'est-tu pas beautiful? Et nous, quelle coïncidence. Ben oui, c'est encore une fois. Un hasard. Et nous n'avions plus jamais réentendu parler. Cela s'est passé en plein jour et l'OVNI volait dans le ciel partiellement nuageux à moins de 500 pieds d'altitude. Et il volait très nettement sous les nuages. Je suis pertinemment que ce n'est pas un ballon et encore moins un dirigeable. Le vent ne l'affectait en aucune manière et il volait si lentement qu'aucun appareil volant que je connaisse n'aurait pu se maintenir en vol sans retomber. Si vous me diriez qu'un montgolfière aurait pu se maintenir en vol stable aussi longtemps, je suis d'accord avec vous, sauf que, sur un point, cet appareil ne disposait pas de nacelle ni d'hélice, comme en ont les dirigeables. Aucune fumée ni flamme telle que l'on voit s'élever de la nacelle pour chauffer l'air et les ballons ne fut visible. Souvenez-vous du bruit très fort que se produit lorsque l'opérateur met des combustions
des gaz propane en fonction de la flamme qui s'élève entre les ballons. Et c'est vrai que ça fait du bruit, ça, les ballons. C'était un zeppelin. Ils sont gonflés à l'hydrogène. C'est ça qu'il dit. Les ballons proprement dit à la nacelle, rien de tel ne se produisait en cela. Je suis formel. Sauf que lui, c'est le métallique et les fenêtres. Je sais pas pourquoi que l'armée serait venue. Ça aurait été entre toi et moi, là, Steve. Vite de même, je te dirais que les nazis, à une certaine époque, ont utilisé des zeppelins. Ben oui. Gonflés à l'hydrogène. Et non, il n'y avait pas de nacelle, il n'y avait pas de flamme parce que l'hydrogène peut s'enflammer très vite. Puis eux autres étaient tous dans le ballon à travers... À l'hélium aussi? Oui, à l'hélium aussi. Ouais, c'est ça. Ils respiraient tout ça, eux autres? C'est des gaz qu'on peut respirer sans que ça soit nécessairement nocif. Je pourrais pas dire jusqu'à l'hydrogène, là. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui nous est nocif. Arrête donc de péter notre ballon, toi. Non, mais lorsque l'on se souvient des images du Hindenburg là, qui arrive à New York et qui brûle, moi, j'ai toujours été sûr, ils ont parlé de complot, moi, j'ai toujours été sûr que c'est un fumeur qui a allumé sa cigarette trop vite. Mon intuition me dit ça. Après 2 heures de route, il faut bien que tu en fumes une à quelque part. Ouais, ben, gars, qu'est-ce que ça a fait aussi? D'ailleurs, c'est ça, les Allemands ont été obligés d'utiliser de l'hydrogène pour remplir le Hindenburg et d'autres zeppelins pour la guerre, parce qu'au départ, ça fonctionnait à l'hélium, puis l'hélium, ça ne brûle pas, ça n'explose pas en vol, mais l'hélium était produit aux États-Unis. Or, il y avait une situation très tendue. Les Américains ne voulaient pas vendre l'hélium aux Allemands pour l'utiliser dans leur propre dirigeable. D'où l'explosion du Hindenburg à New York. Et pour la petite histoire, le Hindenburg, lors de sa première traversée transatlantique, à cause des vents et tout ça, s'est retrouvé, devinez où? Au-dessus de nos têtes, ici même à Québec, Lévis, parce que les vents dominants l'ont poussé, puis là, il est redescendu sur New York, mais on a été... pas avec le R100? Non, le Hindenburg. Ah, OK, oui, ça, je savais pas ça. Le R100 est venu... Le R100 est venu volontairement, je pense. Volontairement, il faisait une tournée internationale, mais le Hindenburg s'est ramassé ici sur un coup de vent, à la grosseur que ça avait. On peut se demander comment ce qu'il a fait, mais justement, ça pogne dans le vent un engin gros comme ça. Ma mère, elle l'avait vu, elle, puis écoute, ça commençait, les affaires désert. Ah oui, c'était extraordinaire. Elle était impressionnée. Oui, la Bolduc a même fait une chanson là-dessus, je pense. Je pense que oui. Du R100. Sur le R100, oui. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Faudrait le mettre en ligne. Ben, tu vois, si l'engin, lui, eux, ils l'ont vu quand même à 500 pieds, c'est très bas. Ils sont capables de dire que c'était métallique. Est-ce que ces engins-là étaient en métal ou en ballon? C'était souvent fait avec soit de l'aluminium ou des tissus qui réfléchissaient. C'était un tissu? Oui, un genre de tissu, oui. Okay. C'était de couleur aluminium, ça c'est très clair. Exact, exact. OK, donc ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Tout dépend de la façon dont ce truc-là se... Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment il a disparu. Est-ce qu'il est disparu ou s'il est parti? Il a disparu derrière la montagne, derrière la Belvédère. Mais c'est pour ça que je veux faire un appel à témoins parce que les gens qui étaient peut-être il y en avait des gens sur la Belvédère ou sur le chantier direct de la Manique, peut-être qu'eux l'ont vu. Et je nomme les noms justement en cas de... Parce que pour finir, là, je vais juste rajouter un petit truc qui a été écrit. Et je me souviens que le reste de la journée, je me suis sentie très calme, un calme désarmant, presque froid vis-à-vis cet ovni. Et mieux encore, pendant l'heure du souper dans la cafétéria, je me suis dit que c'était normal, qu'il était venu et ce n'était nullement caché, comme pour nous faire comprendre qu'ils étaient là et qu'ils reviendraient sans doute. Enfin, c'est l'impression très nette que j'ai eue et j'ai ressenti, tout en étant fière d'avoir pu voir un de leurs appareils. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris que plusieurs centaines d'employés et cadres présents sur le barrage l'ont vu, eux aussi, passer au-dessus de leur tête. Les enquêteurs sont venus et on nous a parlé de ballons météorologiques, de montgolfières, etc. Et des mots amers et mûris de reproches qui revenaient toujours de la bouche des enquêteurs présumés.
se résumait invariablement à « mais non, vous n'avez rien vu, c'était un mirage, oubliez ça ». Bien, évidemment. Évidemment, mais il y a une chose aussi, je pense que c'est pas mentionné dans ce que tu nous as proposé, c'est qu'il y a des compagnies aériennes qui font des photos aériennes. Donc là, ici, on a un chantier important, immense d'ailleurs pour l'époque, parmi les plus gros avec celui de Manix 5. Il est peut-être possible que ce soit un appareil qui a servi à faire de la photographie et à filmer lentement les chantiers. Sinon, si c'est en hélicoptère ou en avion, tu peux faire de belles photos, mais tu peux pas prendre des images lentes et plus stables du chantier. C'était peut-être uniquement que ça et personne n'y a pensé. Il faudrait peut-être à ce moment-là... As-tu déjà vu une photo d'un appareil comme ça qui a été révélé à quelque part? Non. Mais ici, si on y va du côté du dirigeable, là, à ce moment-là, on peut avoir des chances. On sait qu'à chaque fois que le ballon Goodyear apparaît quelque part, il y a toujours des gens qui disent qu'ils ont vu un ovni. Super Bowl, hein? Oui, puis moi, je l'ai vu atterrir à l'aéroport de Cartierville à Montréal en 92. Visuellement, je voyais de chez moi le petit zeppelin prendre un angle pratiquement à 45 degrés et descendre le nez pointu vers le sol. Ça avait de l'air... Quand j'ai vu ça, je disais, c'est une soucoupe volante, mais non, c'était le ballon Goodyear. Mais là, je fais mon rabat-joie, hein? Mais c'est correct. Il y a peut-être une simple possibilité que ce soit ça aussi, puis que l'information a été finalement déformée avec les décennies, parce que ça fait quand même quelques 74? temps de ça. Oui, c'est en 74. Mais ce qui est curieux, c'est que quand ils sont venus, l'armée, les policiers, qui ont pris leur déposition, il y en a un qui s'appelle M. Albert Sabourin, il s'est amusé à dire, en riant, il dit, moi, je ne sais pas ni lire ni écrire, enfin, juste un petit peu. Et lorsqu'ils m'ont posé des questions, j'ai bien vu qu'ils n'ont rien écrit sur le formulaire, pas plus qu'ils ne m'ont demandé de signer ma déclaration. Tiens là. Ça, c'est pas professionnel, donc c'est louche, en effet. Oui, ça fait louche. Il y a trop d'éléments qui ça fait encore une fois comme Roswell. T'as rien vu, c'est-tu clair, ferme-toi, sinon tu vas peut-être avoir des problèmes, mon homme. Oui, sinon on va t'en faire voir de toutes les couleurs. Ben oui, c'est ça. Exactement. La peur, hein? La peur. Oui, c'est ça qui était... C'est assez étrange. On va aller à la pause après et on va parler avec Jean-François. Ça vous tente? Oui. OK, on vient tout de suite après. Je viens de me rendre compte que j'ai fermé aucun micro durant la pause. Oh. Mon Dieu, erreur de débutant, je commence l'année de même, ça va pas bien. Donc, toutes nos folies, bonne année, Carole. Le monde a entendu ça. Non, je ne sais pas. Je viens de me rendre compte que, voyons donc comment ça, que j'avais gardé mon écouteur puis je t'entendais parler dedans. Merde, j'ai oublié de fermer le micro. On va l'écouter en podcast. Non, je pense que l'on n'a rien dit. Non, si vous avez parlé dans le dos de quelqu'un, vous êtes dans la merde. Non. On fait jamais ça, nous autres. Bref, petite pause météo. Il fait présentement moins 23, le ressenti moins 30. Les vents sont à 9 km/h et l'humidité à 53 %. Et aujourd'hui, surveillez la tempête qui s'en vient parce que présentement, cet après-midi, c'est quand même ensoleillé, mais cette nuit, la neige va commencer à tomber et ça risque d'être une forte tempête qui va nous s'acharner sur nous. On a Jean-François en onde. Jean-François, t'es là? Dou. Aïe, RBO, toi là. C'est Amos. C'est Stromgol. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est mon cousin, mais j'ai pas de pastilles, mais j'ai des rosses. Ça va bien, Jean-François? Ça va bien, vous autres? Oui. Yeah. J'ai des rosses magiques, moi aussi. Ouais, c'est ça. Oh, bon. C'est le sketch avec Raël qui était meilleur. Ah oui. Ils l'ont pas manqué. Exactement. Ça va, la gang? Ça va très bien. Ça a-tu l'air à aller mal? Non, ici, on a du fun, en tout cas, parce qu'on rit à s'étouffer dans le studio. Et on a notre fournisseur de petites pastilles. Bruno. Oui. Bruno, vraiment des pastilles, là. C'est des pastilles pour la gorge, là. Ils sont pas magiques. Non. Hey, c'est drôle, je vois des points partout. C'est pas la pilule bleue ni la rouge.
Je vois des petits picots. Des petits picots. C'est tes pastilles, ils sont faites avec du pot ou quoi? Le pot, c'est légal à ce temps? C'est pour ça qu'il y a des grands froids qui arrivent comme ça. C'est à cause de la légalisation du... OK, blague à part, là, on déconne un peu, là, mais il faut bien en rire, hein? C'est bon, on va prendre notre sérieux. Bien sérieux. Jean-François, qu'est-ce que tu crois de toi, de l'histoire que j'ai racontée? Je ne sais pas si tu l'as entendu tantôt quand j'ai raconté l'histoire du... Écoute, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un cas qui est super cool. Écoute, moi, être investigateur sur ce cas-là, j'aurais vraiment trippé solide parce qu'on a beaucoup d'éléments intéressants. Cependant, il faut toujours faire une investigation avec un certain sérieux, avec une certaine distance sur ce que les gens peuvent nous dire. Pas parce qu'on les croit pas, c'est parce qu'on a quand même un travail d'investigation à faire. Mm-hmm. Ceci dit, c'est quand même Manic 3, c'est une grosse construction. On parle quand même d'un cas qui nous emmène vers 1974. Donc, retrouver des gens de cette époque-là, ça va être quand même pas évident à retrouver. Dieu merci qu'on a fait un appel à témoins. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que les gens peuvent nous donner. Et là, le temps presse un peu pour essayer de retrouver ces gens-là, retrouver des photos, si telles photos existent, bien sûr. Et puis, là, on a quand même 300 personnes. Là, ça, on rit un peu, là, mais c'est quand même comme devenu de la place Bonaventure. Là, on en fait beaucoup de comparaisons ces derniers temps, mais on a une masse de témoins importants. Donc, c'est sûr qu'on va avoir quelqu'un qui va peut-être s'avancer pour en parler. Bien, justement, 300 personnes là, qui ont vu ça. Mais l'idée de ce que Steve dit en parlant du Zeppelin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, écoute, c'est une possibilité qu'il faut garder. Il faut le noter au dossier. Maintenant, comme toute méthode scientifique, on essaye d'analyser, puis de tasser à gauche puis à droite, puis de confirmer les hypothèses pour faire descendre l'entonnoir de possibilités. Mais est-ce que toi ou ici en studio pourrais me confirmer qu'un Zeppelin ne fait aucun bruit? Un Zeppelin ne fait pas de bruit, à part si c'est un Zeppelin avec des hélices. Là. Avec moteur, moi, tu entends un... Oui, c'est sûr. Quelque chose comme ça. Il va avoir un bruit pas nécessairement de mouvement, mais de moteur, parce qu'il faut quand même qu'il soit propulsé. Parce que le Zeppelin, une fois qu'il est gonflé à l'hydrogène ou à l'hélium, déjà, c'est un gaz qui est beaucoup plus léger que l'air. Donc ça fait juste le maintenir dans les airs, simplement, là. Et il faut qu'il soit propulsé par des à l'époque, c'était comme pour les avions, c'était des pales d'avion, c'est des moteurs d'avion, littéralement. Donc, à 500 pieds, des gens auraient dû l'entendre. Et ça fait du bruit. Les pales frappent l'air, on l'entend. Oui, si tu as déjà entendu un DC-3 là, en vol, là, t'entends ça, c'est... Ben là, je suis quasiment contente de savoir ça, parce que dans le fait, ça élimine carrément ça. Mais allez voir sur YouTube des bouts du film qui ont fait sur le Heidelberg et tu l'entends très, très bien. Oui. Film de Robert Wise, par ailleurs, oscarisé. C'était excellent à part de ça. Oui. Puis, c'est drôle parce que moi, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Pourquoi une manœuvre, on est quand même en secteur rocheux, pourquoi une manœuvre si basse, si dangereuse pour les employés du site en même temps? Pourquoi se mettre autant dans la merde avec une manœuvre comme ça si on est pilote de on va finir par le dire. Zeppelin? Cet objet-là, oui, c'est ça. Pourquoi faire cette manœuvre-là au risque, probablement, de frapper peut-être une paroi ou, il y a des vents qui descendent. Donc, pourquoi se risquer à faire une telle manœuvre seulement que pour prendre quelques vidéos ou photos pour le site, quand on aurait pu juste se mettre en périphérie du secteur de construction et prendre l'ensemble des travaux plus bas. Donc, il y a ça, puis aussi le fait que le témoin a mentionné que c'était quand même stationnaire. Or, à ma connaissance, je n'ai jamais vu aucune montgolfière, à part bien sûr attachée, parce que je me rappelle, là, quand j'étais petit, on avait fait une activité avec les pages jaunes, puis il y avait la montgolfière qui était venue. Bien sûr, elle s'élevait, elle redescendait, mais elle était attachée au sol. Donc, à un certain moment donné, elle était stable. Le but, c'était de faire un tour de montgolfière aux élèves. Mais pourquoi que cet objet-là était stationnaire? Puis
Il y a quelques éléments dans ce que tu dis qui sont très intéressants, mais un Zeppelin peut arrêter ses moteurs et se laisser flotter sur son élan, spécialement pour se placer en position d'atterrissage, où est-ce qu'il va rallumer ses moteurs, où est-ce qu'il va se guider de la même façon. Puis deuxièmement, dès que... immobile. Oui, bien c'est ça. Puis dès que tu es dans les airs, tout peut arriver. Que tu sois dans un 747, que tu sois à bord d'une fusée Soyouz là, qui est obligé d'arrêter son vol là, il y a quelques mois en partant pour la station orbitale, ou que tu sois dans un dirigeable ou sur une montgolfière ou dans un petit avion, les vents, les conditions atmosphériques, tout peut arriver. Donc, il est possible que le dirigeable, si c'était un dirigeable, ait été poussé vers vers le chantier, il passe très près. C'est une possibilité à cause des vents. S'il s'agit d'une montgolfière qui est là, ça peut être qu'une montgolfière de tourisme, parce que c'est-à-dire comme ce que tu as vécu, toi, en allant dans une exposition ou dans une activité familiale où tu embarques dans une montgolfière et c'est retenu par un câble au sol et là, tu peux monter. Mais les gens qui se promènent et qui font des expéditions en montgolfière aujourd'hui, ils veulent atteindre des sommets en atmosphère, puis ils veulent se jeter en parachute de cette hauteur-là. Donc, il y a des petites variantes là-dedans dont il faut tenir compte, là. Puis il faut penser aussi, parce que j'ai déjà fait du planeur là, avec les cadets de l'air, si le sol est chaud, ton appareil lève, et si c'est le moindrement frais, tu baisses. C'est pour ça que les planeurs s'en vont passer au-dessus des champs. Justement. Pour être capable d'aller reprendre de l'altitude à cause de la chaleur qui se dégage des champs. Oui. Donc, vous voyez, mes chers collègues, ici, en tant qu'investigateur, la reconstitution géospatiale sera un outil extrêmement important pour la facette de l'enquête. Oui. Et encore là, essayer le plus possible de se rapprocher en termes d'informations exactes des températures de la journée. Ceci dit, pourrait nous donner quand même un bon point de départ pour réouvrir ce dossier-là et retrouver les gens. Puis là, on parle de photos, on parle de police, on parle de militaires. Donc, éventuellement, il y a toujours peut-être de la recherche, droit de l'accès à l'information qui serait peut-être intéressante et peut-être de faire un appel justement témoin pour les fameuses photos. Encore là, l'avantage qu'on va avoir à cette époque-là, c'est que les photos sont un peu uniques. Aujourd'hui, on prend une photo avec un cellulaire, la seconde qu'on transfère, ce n'est plus l'original, donc c'est très difficile par contre d'essayer de définir si c'est un faux ou non, si c'était modifié ou non, à moins que le témoin nous donne l'appareil, puis on dit, voici, j'ai pris une photo, la photo reste dans l'appareil, je ne lui ai pas touché, alors là, on a mis la main sur l'original. Je vais te faire un petit correctif par rapport à... On transfère la photo digitale, ce n'est plus l'original. C'est un petit peu faux. À part la date qui va changer à cause du transfert, ton métadata va rester tel quel si c'est la photo originale. Si c'est pas la photo originale qui a été modifiée, ton métadata n'existe plus. Donc, une photo digitale, tu es en mesure de savoir c'est quoi l'appareil qui a pris l'image, l'ouverture, la vitesse, les cellulaires en plus, quand on a le GPS d'actif, il va venir nous dire en plus c'est quoi la latitude et la longitude où ce que la photo a été prise, puis dans quel angle ton téléphone se trouvait quasiment. Oui. Et si la photo a été falsifiée après coup dans un ordinateur, tu peux le voir instantanément. Tu le vois instantanément à cause du positionnement des différents pixels qui ont été modifiés. Si on veut faire un collage ou un montage, les pixels ne seront plus en rangée d'oignons. Ils vont, du coup, tu vas avoir, si tu as mis un avion, si tu as rajouté un nuage, tu vas voir que les pixels du nuage n'entrent pas en ligne, ils sont pas alignés avec les pixels du reste de l'image. On perd la graduation dans l'atténuation d'une couleur parce qu'elle va rester fixe. Ça va être la même couleur en s'éloignant quand c'est pas supposé d'être. Je sais pas si on comprend un petit peu le Donc, ceux qui disaient que ça serait plus facile de trafiquer une photo aujourd'hui sont dans l'erreur. Sont dans l'erreur. Ben oui, ils sont dans l'erreur parce que soit ils connaissent pas pantoute comment que ça fonctionne au niveau informatique, un fichier. Mais normalement, on est même un fichier vidéo. Bruno, tu as une caméra quand même assez extraordinaire en haute définition.
tu as quand même de l'information avec les bons logiciels qui te permettent d'aller voir le metadata, parce que c'est aussi disponible pour une vidéo. C'est pas juste une photo. Donc, oui, il y a toujours moyen de savoir si le fichier est original ou pas. Génial. Okay. Donc, si, admettons, on regarde les photos, admettons, qui ont été prises en 1974, donc, éventuellement, ça serait peut-être plus facile pour authentifier. Avec les négatifs. On prend en photo, c'est exact. C'est le négatif. Mais qui garde ces négatifs à part moi? Moi, j'ai tous mes négatifs depuis mes premières photos, sont toutes chez nous. Ma mère, elle les garde. Ah, OK. Ben, je suis pas tout seul. Ouf! Il y a Michel Richard qui garde ses négatifs aussi de son mariage, mais ça, c'est un autre histoire. Je rien dit. Les gars, j'ai un autre sujet auquel j'aimerais qu'on parle. Oui. Entre autres, je vais parler avec toi pour commencer, Jean. Un truc qui était arrivé au téléphone, parce que moi aussi, il m'en arrive des trucs au téléphone. Oui, j'ai même été témoin. Oui, justement. Mais la mienne, là, je vais vous le compter de A à Z. On va commencer par la tienne. Écoute bien ça, Steve. Je suis à la SAQ signature du Château Frontenac. Le téléphone sonne et ça donne que c'est moi qui réponds. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais là, je réponds SEQ signature Jean à l'appareil, bonjour. Comment puis-je vous aider? Allô? Allô? Est-ce qu'il y en a qui ont du temps à perdre? Et je raccroche. Je finis ma journée de travail. J'arrive chez moi où il n'y a personne en théorie. Et là, j'ai deux messages. Un, c'est Marie Coulombe, une de mes amies, le premier. Et le deuxième, c'est j'entends dans mon répondeur chez moi, SEQ signature Jean à l'appareil, bonjour. Comment puis-je vous aider? Allô? Allô? Est-ce qu'il y en a qui ont du temps à perdre? Clic. Est-ce que tu as un chat? Non. OK. Non, j'ai aucun animal chez nous. Mais là, c'est pas fini, là. Là, je fais étoile 69 pour savoir qui m'aurait appelé. Et là, je tombe, et je peux pas le nommer, mais je tombe sur ma famille qui est mon meilleur cas OVNI à Québec. Comme par hasard. Fait que là, je parle à... J'ai dit, salut, tu m'as appelé? Ben, il dit non. J'ai dit, ta femme m'a appelé? Parce que c'était sa fête, quelque chose comme ça. J'ai dit non. Ben, tes enfants m'ont appelé? Non. On t'a pas appelé aujourd'hui. Explication, s'il vous plaît. Il n'y a jamais personne qui aurait... Les lignes sont mêlées. Hey, je suis à l'ouvrage et mon répondeur pogne le message alors que je suis à l'ouvrage. Explique-moi ça. Allez, Steve. Ben, moi, j'ai une théorie. Avant de donner une explication, il y a des questions à poser. Là. Vas-y. Parce que, tu sais, le système téléphonique à Québec a beaucoup changé. À l'époque si ma mémoire est bonne, de 2003-2004, il y a eu la téléphonie IP qui a vu le jour à Québec, qui est arrivée. Okay. À cette époque-là, on avait tout autant des lignes digitales qu'on avait des lignes analogiques. Puis même aujourd'hui, en 2019, on a encore des lignes analogiques. Le transport du signal, mettons, d'un endroit à l'autre, se passe par des fils de façon analogique, mais à quelque part, c'est transformé digital. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut appeler n'importe où au Canada sans que ça nous coûte une scène. Là. OK. Donc, la première question, c'est arrivé en quelle année, ça? Ça, honnêtement, je te dirais, la SAQ, elle a duré à peu près 5 ans. Je te dirais, ça fait à peu près 15 ans, 10-15 ans. Fait que ça est aux alentours de 2003. À peu 2002, près, 2003. Oui. OK. Donc, oui, il y a la possibilité. Là, ce que ça marche pas, parce que l'explication que j'ai à te donner, c'est rien. Parce que, très honnêtement, de la façon que ça s'est passé, ça arrive de temps en temps qu'il va y avoir des erreurs de routage pour un appel. Ça peut arriver. Mettons que ton dernier appel qui a été fait à partir de chez toi t'a appelé à job, et ainsi de suite. Ça peut arriver que un système informatique est resté collé sur un ancien numéro. Tu sais, des fois, ça va arriver. Tu vas reprendre le téléphone, tu n'as même pas eu le temps de composer, mais il y a un appel qui a été composé quand même, puis il y a quelqu'un qui te répond à l'autre bout. Oui. Ça arrive. Ouais. Ça n'arrivait pas du côté analogique, ça arrive du côté digital. OK. Parce que le routage des appels, tu sais, tu vas avoir, mettons, une centrale TELUS, une centrale de Bell, une centrale de Vidéotron. Bon, mais c'est des serveurs qui se parlent. Donc, eux autres vont se rerouter des appels
à ce moment-là, ça peut arriver qu'il va router à la mauvaise place parce que là, il y a quelqu'un qui a fait une modification sur le programme puis a mis la virgule à la mauvaise place. OK. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est des choses qui arrivent depuis 2003, 2004 jusqu'à aujourd'hui. OK. Il y a certains types de lignes aussi que les gens ne connaissent pas. Il y a une différence entre une ligne IP, une ligne numérique puis une ligne analogique. On a 3 types de lignes. C'est drôle. Donc, au niveau d'un commerce, comme le Château Frontenac, ils ont comme une mini-centrale de téléphone directement sur place. Okay. Habituellement, c'est un appareil qui vient de chez Nortel. Donc, ils gèrent les lignes à l'interne. Donc, tu peux prendre le téléphone puis appeler quelqu'un dans une chambre et ainsi de suite. Donc, oui. Tu as déjà un premier réseau qui est là. Tu as le réseau du secteur puis tu as le réseau de la ville. Fait que, tu sais, ça laisse pas mal de place à l'erreur. C'est bien possible. Mais dans l'ordre que les choses se sont passées dans ton cas, je peux pas vraiment donner d'explication en technicien. Faudrait que je fouille dans le câblage physiquement pour être capable de te donner une réponse plausible. Mais du moment qu'on arrive à un appareil digital, que la ligne est transformée, ben là, on peut avoir du tout ou du n'importe quoi. Mais si ton explication tient, pourquoi est-ce que mon répondeur part chez nous d'abord? Ouais, mais c'est ça. C'est qu'à quelque part, il y a pour que ça sonne chez toi, il faut qu'il y ait un signal qui soit envoyé. Si ton répondeur, c'est-tu avec ton fournisseur téléphonique ou c'est un répondeur à cassette que tu as chez toi? Ah, c'était une chose à cassette, là. Une petite cassette, là. Ben, c'est pour ça. Fait que ça rend un petit peu, comment je pourrais dire ça? Ça me met des bâtons des roues pour te donner une explication intelligente en incluant le côté digital. Parce que tu l'as enregistré sur une cassette. Fait qu'il faut que la ligne elle sonne à quelque part puis que la ligne soit prise. Ton répondeur l'a pris. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je pourrais pas te le dire. Je pourrais pas dire que c'est extraterrestre ou peu importe. Ah non, je dis pas ça, là. J'essaye de comprendre. Il y a 3 niveaux de « ça se peut pas » dans le truc, mais ça s'est produit. Oui. Donc, c'est ça, là. C'est peut-être pas juste une question de connexion parce que là, le répondeur ouvert, tu parlais à ton répondeur, et puis c'est ça, c'est 2-3 affaires là, qui sont... C'est dans le cas d'une mise sous écoute que ces genres de situations-là peuvent arriver. Ah. Parce qu'à cette époque-là, si c'était avec des lignes analogiques, ben c'est des paires de fils. Donc, le fait que tu aies reçu un appel d'un de tes cas d'enquête, ta meilleure enquête à vie en plus... que c'est cette personne-là a essayé de te rejoindre, mais qui dit, en tout cas, ton téléphone dit qu'ils t'ont rejoint. Ton répondeur dit qu'ils t'ont rejoint, mais ils t'ont pas appelé pantoute. Ils m'ont pas appelé du tout. Ça, c'est bizarre. Non, c'est ça. Ça, c'est du côté, mettons, de ligne analogique, là. T'as déjà vu les gars de téléphone avec leur petit téléphone rouge, là, qu'on appelle une bottine? Oui. Ben, moi, j'ai travaillé dans le téléphone. Oui, ben fait que moi, je peux arriver, bang, sur un panneau de quartier. Je peux avoir 600 lignes qui sont là. Puis avec ma bottine, ben, je peux me connecter sur n'importe quelle ligne. Fait que je peux me faire passer pour n'importe qui, là. Mais je suis pas au domicile de la personne. Moi, je suis 4-5 pâtés de maison à côté d'un poteau. Puis là, mon téléphone est branché dessus. Comme j'ai déjà expliqué à Carole, de temps en temps, à cette époque-là, il n'y avait pas bien de cellulaire. Fait que si j'ai appelé la centrale, je fais quoi? Ben, j'arrêtais mon truck, j'ouvrais un panneau, je pluguais mon téléphone, je vérifiais si la ligne était occupée ou pas. Si elle ne l'est pas, ben, j'appelle la centrale avec. OK. Donc, c'était comme ça qu'on communiquait. Donc, ça pouvait arriver. Mettons qu'un tech, à quelque part, ben, il avait oublié son téléphone de brancher. Ça arrivait aussi que les interconnexions, il y a eu une erreur. Parce que c'est quand même des interconnexions qui sont à l'extérieur. Ça peut arriver qu'il va y avoir de la corrosion, du verre de gris qui va se faire dessus. OK. Ou le tech qui était débutant, puis quand il a fait son branchement, ben il a linké 3 lignes ensemble, puis il n'aurait pas dû. Ça peut arriver. Ça, c'est des choses qui sont possibles, mais ça, c'est juste dans le monde analogique que ça arrive. Okay. Pas dans le monde digital. Toi, dans l'époque que ça arrive, on est comme dans un monde entre 2 chaises, où il y avait de l'analogique, il y avait des téléphones numériques, à cause de l'endroit où tu te trouvais. Mais, comme je te dis, ce que ça donnait comme résultante, techniquement parlant, je peux pas te donner aucune explication. C'est quasiment impossible. Toi, t'en as une, Jean-François? C'est donc, hein? Juste une interrogation. Est-ce que toi, tu avais un cellulaire dans tes poches au moment de l'événement? Non. Moi, j'ai un cellulaire, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans. J'avais pas ça, là, avant, là. Non, hey, je te parle de 2003, là, à peu près. Hey, c'est un pierre à feu, ça, ce genre-là. Il n'y a pas de... Je pédale sous mon auto, moi.
Excusez-le. Fait que ta question vient de frapper, là, hein? Oui. OK, oui, parce que moi, je m'aurais dit peut-être que c'est ton téléphone qui a fait, mettons, on marche dans... Combien de fois ça nous arrive de mal servir notre téléphone? C'était la même chose dans le temps avec Internet. Hein, on se promenait, puis là, Internet s'ouvrait tout seul à cause que les téléphones cellulaires s'activaient un peu tout seul, puis là, ça nous faisait des factures intenses, là. Mais moi, ma question, c'est pas ma question, mais ma pensée, c'est est-ce que, mettons, avoir un téléphone cellulaire, est-ce que ça serait le téléphone qui aurait rappelé sur ta boîte vocale, tu t'aurais enregistré toi-même, puis ça aurait donné que... Non, ça peut pas être ça, mon ami. Ça peut pas être ça, parce que j'en avais pas. Je pense, sûrement qu'il y en avait, mais c'est... Même Alain en a... oui, il en a un. Oups. Ouais. En tout cas, lui, il en a un. Puis tu étais sur la ligne de la SAQ. J'étais sur la ligne de la SAQ. J'étais à l'ouvrage, là. J'étais même pas chez nous, là. C'est ça qui vient justement... Qui fait que je peux pas donner d'explication technique parce qu'on est dans deux mondes de technologie. C'est ça. Puis on est vraiment trop à cheval lorsque la téléphonie IP aussi est en train d'embarquer. Donc, tu sais, la seule chose qui fait que c'est un phénomène extraordinaire, c'est parce que tu l'as enregistré sur ta boîte vocale, puis c'est sur cassette. Tu sais, c'est pas le fournisseur qui enregistre tes appels, un Bell ou un cellulaire. Fait qu'il faut se rapporter à l'époque aussi, puis la technologie disponible pour essayer de comprendre. Mais comme je te dis, techniquement parlant, j'ai plus de misère à te donner une explication, puis ça n'en reste qu'il n'y en a pas vraiment d'explication. Ça n'empêche pas que ça s'est produit quand même. Mais vous le savez, hein, moi, je suis complotiste un peu. François Bourbeau vient de marquer qu'il y a eu une preuve qui est sur écoute. Jean Cazot a été sur écoute par la GRC et il y a eu une preuve. Je pense qu'il tentait de rejoindre John Mack ou quelque chose comme ça. Ben, gadon. Oui. Et la prochaine fois, tu lui feras dire, tu vas voir, puis il l'a marqué, fait que je sais. Je peux le dire, c'est pas secret, là. Tu sais. Et, mais écoute, moi, j'ai toujours dit, c'est sûr que l'on est sur écoute. Ils peuvent pas prendre la chance qu'un jour, il y a un fermier qui nous appelle en pleine nuit. Ah, j'ai un ovni qui vient de tomber dans mon champ. Ouais. Puis j'ai déjà dit, il faudrait faire le test. Je suis sûr qu'ils vont être là avant nous autres. Ça, c'est un fait, parce que là, à cette heure que tu as raconté ton histoire, je vais raconter la mienne. Oui, vas-y. La mienne, là, ce que je vais vous faire entendre, parce que j'ai enregistré un son. Oui, écoutez bien ça. Mais sauf que ce son-là, je l'ai entendu, il était à un moment donné, c'était 9 fois par semaine. Je les ai toutes comptées, je capotais. Ça en devenait là, ridicule. Là. Voyons donc, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que quelqu'un puisse... à moins que c'est un harceleur. Ben oui, mais méchant harceleur, je sais pas comment est-ce que ça peut faire ça, parce que j'ai des lignes téléphoniques, en fait. J'ai une ligne terrestre avec filaire, donc je parle avec mon téléphone filaire. Une ligne analogique. Et c'est ça, à la maison. Et ensuite, je prenais mon cellulaire pour enregistrer le son parce que je me suis mis sur main libre sur mon téléphone. Je l'ai mis sur main libre pour pouvoir enregistrer le son. Je l'ai fait écouter à plusieurs personnes, mais c'est vraiment fréquent comme son, surtout quand ça t'arrive en pleine nuit, en soirée. Ça doit. Ou, en plus, fait réel, c'est qu'à chaque fois que je parlais au téléphone à quelqu'un et qu'on prononçait le mot ovni, fantôme, ou on parlait de ces sujets-là, c'est là que ça arrivait, tout le temps. Demande-moi pas. Ça n'a jamais arrivé quand je parlais avec ma mère ou n'importe quelle autre personne, là. C'est tout le temps, soit quand je te parlais à toi, Jean, oui. Quand je parlais avec... Parce que toi, tu en as été témoin. Oui. Mais tu as été témoin du deuxième phénomène qui est un petit peu différent, mais ça se ressemble quand même, là. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, mais ça se passait quand je parlais avec ma sœur Chantal, que je parlais avec mon ami Frank, que je parlais avec une de mes amies, Carole. Et la dernière fois que ça m'est arrivé avec ce son-là, non, ça, c'était l'autre son qui m'est arrivé. On parlait de l'OVNI qu'on a été voir, toi et moi, avec Yann, sur le bord du fleuve. Oui. Et elle a vu mon post, puis elle m'a appelé pour dire, c'est quoi cette affaire-là que tu as vue? Là, on prétend que probablement un OVNI se serait crashé ou il y aurait quelque chose qui s'est passé. 63, 65? Dans ces coins-là, dans les années 60. Et c'est là que la ligne a coupé.
encore et 2 fois en ligne. À chaque fois qu'on reprenait la téléphone et ma ligne était coupée, mais pendant 2 minutes environ, ça me disait que je n'avais plus aucune ligne disponible, plus rien. Mais la première, je vais vous faire entendre la première. Et, montez le son. Oui, montez le son. Ou peut-être baissez-le parce que vous allez faire un méchant saut. Parce qu'il y a des sons assez étranges. Même que je vous dirais que je l'ai fait entendre à plusieurs techniciens chez TELUS. Steve l'a entendu, je lui ai envoyé. Et chaque technicien ne comprenne pas ce qui se passe. Pourtant, c'est des techniciens. Ben oui. Et les techniciens sont 4 fois... Oups, excusez, j'ai accroché le petit piton. Ils sont venus 4 fois chez moi pour vérifier la ligne. Et à chaque fois, c'est... Bref, je vais vous faire entendre à l'instant. Et là, vous entendez raccrocher le téléphone à ce moment-là. J'ai dû couper parce que, à un moment donné, c'était long avant que... Et j'entendais le tic-tac de mon cadran. Et voilà. Carole, j'ai déjà entendu ce genre de son-là lorsque j'ai étudié en communication. Je dis bien ce genre de son-là. On dirait une conversation lointaine qui est atténuée ou qui vient d'une autre fréquence et qui vient taper, comme on disait si bien à l'époque, qui rentrait dans ton circuit de téléphone. Autrement dit, c'est peut-être quelqu'un qui était sur une courte, c'est peut-être quelqu'un qui est sur un autre téléphone et qui parle. Parce qu'on entend qu'il y a un débit. On dirait que c'est comme une voix modifiée. Ouais. Donc, la chose la plus proche, c'est ça. Sinon, tu es en contact avec, au choix du chef, extraterrestre, fantôme. Zuticuliens. Des rétrosédiculiens ou des gris ou peu importe. Mais moi, je pense que c'est plutôt que tu tapes. Il y a quelque chose qui tape dans ton signal téléphonique quelque part. Ça peut être un CB. Oui, mais c'est drôle que c'est à chaque fois qu'on parle d'OVNI ou de fantômes. C'est tout le temps là que ça arrivait. Jamais quand je parlais de ma liste d'épicerie. Ouais. Je sais, ou d'une émission de télé ou n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, il faut dire aux gens de la GRC qui sont présentement à l'écoute que leur système est mal plugué dans leur petite camionnette parce qu'on les entend parler avec le chef à Ottawa. J'ai dit ça en riant, bien sûr, mais c'est pour atténuer la terreur qui s'est abattue sur notre public. Mais c'est peut-être ça aussi. Il ne faut pas éliminer la possibilité. Non, là. c'est ça. Et Steve, lui, toi, qu'est-ce que tu as? C'est justement ça. C'est que là, toi, en plus, tu relèves un point que j'avais pas mentionné à Carole, parce que je voulais pas rentrer trop dans les détails. Mais effectivement, dans un réseau câblé cuivré, il peut y avoir du captage. C'est-à-dire qu'on a tellement de cuivre qui se promènent partout que ça fait une grosse antenne. Oui. Donc, le moindrement qu'on va avoir des câbles qui sont mal isolés ou qu'un contact qui est mal fait, qui est exposé à l'air, va commencer à recevoir un signal. Ouais, surtout s'il va avoir, mettons, de la corrosion, des choses comme ça. C'est ça. On m'a parlé d'un écureuil qui venait gruger mes fils, mais sauf que ils sont venus, ils ont vérifié tout le filaire, ils ont vérifié 4 fois, ils sont venus 4 fois. Et même 2 d'entre ces personnes-là m'ont dit, mon Dieu, ça fait alien ton affaire. Oui. Parce que c'est vraiment, on a un son de... C'est vraiment juste du son. Exact. Comme on voit dans la plupart des films d'aliens, ça parle pas comme nous autres, ce monde-là. Comme je te disais, ça n'empêche en rien que ta ligne peut être sous écoute. Puis c'est parce qu'ils se sont branchés puis qu'ils ont mal fait ça
qu'on pogne du captage. Ah oui, sauf que 4 fois... Au moment où ils en parlent. Au moment sont où tu parles venus 4 fois et 2 heures minimum chaque fois pour vérifier tout, de l'intérieur à l'extérieur de la maison, dans le poteau, partout. Mais ils n'ont jamais trouvé où. C'est peut-être à 10 km de chez vous aussi. Oui, mais c'est ça qu'il me disait. C'est ça que Steve me disait. Mais ce qui est le pire, c'est que le fil le gars du téléphone, quand il est venu, ils sont venus avec le grand boss à un moment donné parce que ça faisait un bout, là. Je sais pas, mais après 3 fois, puis tu trouves pas. T'étais rendu le grand boss, ben c'est ça. Il y a un autre habitué. Il y a l'autre, toi. Ça fait non bien bizarre, ça. Pourquoi chez elle? Et puis pas chez mon voisin? C'est ça qui est intriguant. Pourquoi mon voisin, ça lui arrive pas, qui a la même compagnie de téléphone? On est sur le même fil? C'est là que ça devient intéressant. Ben oui. Tu vois, c'est sur le même câble, pas sur le même fil. Ben, on est sur le même... Ouais, un câble bien fil, pour moi, c'est la même patente. C'est quoi la différence entre une batterie et une pile? Ben, même maudit c'est les baguettes. C'est la façon de le prononcer. On veut la réponse. Carole? Oui, Steve, vas-y. Ben, dans le cas, juste pour faire la réponse pour les piles, c'est qu'une pile, c'est vraiment une source d'énergie. Une batterie, ben, c'est un ensemble de piles. C'est une mise en Donc, réseau, c'est la même chose. Être sur le même fil, c'est à peu près impossible. On peut être sur le même câble, mais on peut pas être sur le même fil parce que t'as plus qu'une paire de fils dans un câble. OK. Ouais. Carole, ce qui serait intéressant, je te propose l'idée comme ça, c'est que enregistre chacune de tes conversations et donne la date à chaque fois, la date et l'heure. Et si tu parles pas d'ovnis ou de phénomènes étranges comme ça, tu enregistres quand même. Et lorsque tu parles de phénomènes étranges, ben là, on va entendre le bruit sur la ligne à ce moment-là. Fais-le dès aujourd'hui, chacun de tes appels, puis là, probablement qu'il y a un pattern qui va s'établir et qu'on pourra à ce moment-là annoncer au monde entier que tu es suivi par la GRC ou par des extraterrestres. Mais moi, j'ai une question. Advenant que ce phénomène-là n'est pas isolé. Ouais. Que, des personnes contactées, je me laisse aller dans ma réflexion un peu tôt. Vas-y, c'est intéressant, vas-y. Qu'un témoin ou un enquêteur, on est tous plugués, là, OK? Puis qu'on est toute la gang sur écoute. Si ce n'est pas un cas isolé, devrions-nous pas retrouver ce genre de phénomène-là un peu partout dans le phénomène OVNI quand on fait des enquêtes, quand on parle avec un contacté? Exact. Moi, j'ai un cas où il y a eu un contact avec une personne et la seconde que la personne a commencé à filmer des OVNI ou à voir ou à entrer en contact avec eux, ce phénomène-là a été observé aussi. Là, par hasard. Comme par hasard. Ben oui. Là, je ne veux pas alimenter la source de complotisme et non. Mais il est vrai que j'ai une personne avec qui que je suis quand même de façon très proche et ça commence. Là, ça va l'écran d'ordinateur devient tout pixelisé, puis il y a tous des petits chiffres dedans. Après ça, ben là, ça appelle, ça fait exactement le même genre de son. Et elle est capable de communiquer quand il y a des échanges de mots. Là, elle parle et la conversation lui répond. Donc, commence à me poser des questions, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça aussi avec les témoins. Mais là, Steve, dis-moi donc une chose, là, on paranoïe pas quand on dit que on est nécessairement, puis là, pas juste les ufologues, puis les fantômes, puis tout ça, là, ceux qui étudient ça, je veux dire, mais grâce à Échelon, tout le monde... Le moindre texto que tu envoies, la moindre chose que tu écris, la moindre chose que tu dis sur un téléphone, sur un cellulaire, ça se retrouve à quelque part parce qu'ils y vont avec des mots-clés. C'est ça? Oui. Ben dans le fond... Où j'ai tort? Disons, c'est parce que je veux pas me mettre dans le caca non plus parce que je suis encore sous... je dois respecter certains secrets professionnels d'entreprise à laquelle j'ai travaillé. Mais je te dirais... non, mais moi, je te parle de échelon gouvernemental. Ben exactement, c'est que ça a exactement un rapport à ça. OK, excuse. Gars, je vais te le dire de cette façon-là. Mettons que tu apprennes... T'es bénéficiaire d'un service qui vient d'un fournisseur X, puis t'appelles au service à la clientèle. Tu peux lâcher quelques sacres au téléphone. Il y a un serveur qui va détecter ton taux de stress. Puis dès qu'une première ligne qui se libère, c'est toi qui vas être pris tout de suite. Parce que le serveur qui a détecté que tu étais en sacrifice.
Ah, oui. Tu peux faire même le test si ça te tente, là. Mais faut que tu comprennes que il n'y a pas de signal qui voyage sans qu'il soit enregistré. Sinon, tu peux pas être un fournisseur. Je comprends. Donc, le réseau échelon, oui, c'est en mesure de... C'est pour faire du captage, en réalité, parce que toutes les ondes se promènent dans les airs. Ben oui. Donc, le réseau échelon, c'est un réseau, dans le fond, c'est des endroits bien spécifiques à travers la planète où il y a un réseau d'antennes qui a été placé pour capter les signaux qui passent. Donc, c'est totalement transparent. Les gens s'en rendent pas compte. Même nous, on est capable de fabriquer des antennes homemade, puis on va aller se connecter pour aller chercher le signal, là, sans que la personne s'en rende compte, sans que ça soit comme dans les films de James Bond ou des Missions Impossibles. C'est des choses qui sont quand même à la portée de tout le monde. Oui. Mais le point que Jean-François a dit, que je trouve intéressant, et c'est vrai, dans mon cas, c'est le cas aussi. C'est non seulement parce que je parle soit d'ovnis ou de fantômes ou de quoi que ce soit, mais c'est arrivé quand j'ai commencé à rendre public certaines vidéos. Et surtout les vidéos d'ovnis qu'on a captées. Tu n'avais pas ça avant, c'est ça? Non, j'avais pas ça avant. Tout a commencé à partir de là. Tu as changé de degré. Au niveau de l'écoute, en général, tu as changé de degré. Échelon existe depuis les années 60 aux États-Unis. Il y a Francis Ford Coppola qui a fait un de ses premiers films sérieux avec Gene Hackman qui traitait justement de ça. C'est des gens, bon, ça. Oui, c'est des gens qui font de l'écoute électronique pour des politiciens ou pour des mafieux. Et puis, ils se réunissent, c'est tous des nerds de l'époque, puis ils se réunissent puis ils disent « Ouais, mais aujourd'hui, toi, tu as la vieille technique d'il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est tout avec des ordinateurs. » Et le film a été fait en 1972, 73, 74. Et on sait que dans la première décennie des années 2000, entre 2000 et 2010, le bâtiment où se trouve le système échelon a été agrandi, mais sous le sol. Les travaux ont pris 5-6 ans environ à faire. Alors maintenant, depuis le 11 septembre, tout le monde est sur écoute et justement, il y a des mots-clés. Donc là, la conversation que l'on a présentement, je ne sais pas quel est le taux de rafraîchissement de l'écoute en général, mais puisque tu parles d'OVNI dans ton émission, tu n'es plus une citoyenne dite ordinaire, tu es une personne d'intérêt maintenant parce que tu fais et que tu rends public des choses qui peuvent peut-être mettre la puce à l'oreille de certaines autorités. Là, je te vois que tu te caches derrière ton micro en faisant une face. C'est très drôle. Donc, à ce moment-là, tu viens de changer de niveau au niveau de l'intérêt. Et surtout que tu es dans un médium. Tu es dans un média, tu es à la radio, tu es également dans Internet. Alors, automatiquement, quelque part, on va te checker plus qu'on va me checker moi dans mes téléphones cellulaires qui consiste essentiellement à me faire livrer du poulet et de la pizza. Tu comprends? Est-ce que je peux juste ouvrir une petite parenthèse? C'est très, très, très intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, moi, j'ai une formation comme agent de sécurité et ce qui nous dit souvent, c'est que les services de police ou tous ceux qui travaillent beaucoup aussi avec les attentats terroristes et ainsi de suite vont justement analyser certains mots-clés, justement. Puis là, je vais dire des mots, là, il n'y a aucune situation d'urgence, là, c'est juste pour la démonstration, que ce soit SAC, que ce soit, admettons, gens, événements, que ce soit sac à dos, que ce soit... Suicide, peut-être, non? Suicide, que ça peut être... Là, je veux pas focusser sur un groupe de gens en particulier, des cotonations religieuses, que ce soit... Oui, c'est clair. Mettons, ou des mots comme ça qui pourraient se multiplier dans une conversation, qui pourraient donner une piste à, mettons, les services secrets pour prévenir un attentat ou peu importe, que ce soit un Dawson ou peu importe. Là, mais là, je vais vous couper de là parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit. C'est que j'ai déjà été sur écoute à l'époque, justement dans les attentats de 2001, pour une simple et bonne raison, c'est que mon conjoint que j'avais à l'époque, qui est aujourd'hui décédé, était d'origine libanaise. Il venait de Beyrouth. Donc, oui, et tous les 325 000 ou 350 000 personnes qui venaient de pays arabes à ce moment-là ont tous été mis sur écoute. Et ça a été dit publiquement, d'ailleurs, dans les journaux à l'époque, dans les médias. Et on en faisait partie. Et quand ça arrivait, on pouvait entendre clairement un déclic avec un écho en arrière. Oui, tout à fait. Le son qu'on vient d'entendre, c'est
pas tout à fait la même affaire. Non. Et le son que je vais vous faire entendre à nouveau à l'instant, parce que j'en ai un autre son à vous faire entendre, ça, c'est les derniers et dont Jean Morissette a été témoin parce que je parlais avec lui. Exact. Et supposément que TELUS avait arrangé ma ligne de téléphone. Écoutez bien ça. Oui, c'est ça, ça va être... Montez le son. Il va être court et bref. Pas sûr qu'on va monter le son, mais en tout cas, écoutez bien ça. Bon. Je m'entends avec un écho en plus. Ça, c'est les dernières. Voilà. Okay. Ce qu'on entend, c'est un feedback de ta voix. Quand tu parles, ça part en écho, puis là, ça devient un feedback à l'infini. Et il y a un silement qui part de gauche à droite, qui fait comme « Aïe, tu es obligé de reculer ton téléphone de tes oreilles. » Parce que c'est vraiment ahurissant, là, le son de ça. C'est exactement comme si tu avais un micro placé devant un haut-parleur. Oui, et ça... Tu as dit de mots changés, puis là, ça part. Puis là, à un moment donné, c'est plus une voix humaine, c'est juste un son électronique, parce que ça va tellement vite. T'entends ça? Celui-là, ça, c'est arrivé. Ce son-là, là, c'est quand je parlais avec mon amie Carole et quand je te parlais à toi, Jean. Exact. Et de votre côté, vous entendiez quoi? Confirme-le-moi, je ne veux pas le dire dans ma bouche, mais de la tienne. Vous entendiez comme si... Comme si quelqu'un parlait. Et signalait. Il signalait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui entendaient signaler et il y a quelqu'un à qui je parlais, on parlait de son cas. d'OVNI, un cas d'OVNI qu'on discutait au téléphone, ça s'est mis à se faire encore une fois. Ça faisait un bout que ça ne m'était pas arrivé. Et ce n'est plus le son de Alien, si on veut. Là. C'est ce son-là que je me suis mis à entendre après ça, mais plusieurs fois par semaine, encore une fois. Déjà, dès là, de 5 à 10 fois par semaine. Là. Ça devenait comme à tous les 2 jours environ. J'avais, à tous les jours ou tous les 2 jours, excusez, j'ai accroché mon micro. Ça vient, c'est plate, là, parce que tu payes pour une ligne de téléphone. Oui. Et là, je me suis fâchée. J'ai écrit à TELUS, parce que tu as un site où tu peux les rejoindre par courriel. J'ai beau appeler, ça ne change rien. Quand même qu'ils m'emmènent n'importe qui, n'importe quel technicien, ça ne change pas, ça revient tout le temps. J'ai tout le temps le même problème. Et là, j'ai écrit un méchant courriel tout de suite après t'avoir parlé au téléphone. Il était à peu près 10h, 10h30 le soir quand on s'était parlé. Oui. Et j'ai écrit sur le site, j'en ai plein mon casse. Tabarn. Hein? Je sacrais par écrit et j'ai inscrit que là, vous me dites que vous voyez de l'interférence sur ma ligne, vous ne savez pas d'où elle vient, vous pouvez confirmer qu'il y en a, mais seulement que des fois, même occasionnelle, mais là, vous la voyez tout le temps, cette interférence-là. Vous avez changé tout ce qui a changé, mon filage, tout ce qui est poteau, tout ce qui est... Même, vous avez même vérifié tous mes téléphones et ça continue. Et là, j'en ai plein mon casse. Si ça continue comme ça, je change de compagnie de téléphone. Et de plus, si vous réussissez pas à trouver le méchant problème, dites-moi comment on fait pour savoir si on est sur écoute ou c'est quoi une ligne croisée. Expliquez-moi ça, quelqu'un, là. Oui. Parce que là, j'en ai plein de casses, là, mais tout le temps, parce que je parle de phénomènes étranges à ce moment-là, ou que je parle avec quelqu'un, comme avec toi, Jean, avec qui on est en contact, et qui t'arrive toi aussi des trucs comme ça, pourquoi ça nous arrive à nous? Je vais te poser la question, Carole. Les 2 sons que tu nous as fait entendre sont 2 sons totalement différents. Carrément. Et qui ont une origine différente. Techniquement, Steve opine du pour moi, aussi. Ils ont upgradé le système certain. Comment tu réagis, toi, quand ça t'arrive sur le coup? Je vais te le dire, sans faire de bip, tabarnak. Okay. Encore une fois. Qu'elle dit si jugement avec un petit peu de bave. Exactement. Non, je viens en colère parce que je suis pas capable de parler au téléphone complet avec quelqu'un sur ces sujets-là à chaque fois au téléphone. Okay. Je vais parler de mon épicerie à quelqu'un ou de n'importe quoi d'autre. Jamais ça arrive. Pourquoi là? C'est de l'intimidation. Je pense. On te fait... Partons sur la piste conspirationniste, complotiste, comme tu le dis, Jean. Si on voit dans cet angle-là, si effectivement tous ces phénomènes-là surviennent lorsque tu commences à parler de ces sujets sensibles-là, eh bien, quelqu'un, quelque part, intervient,
soit pour te faire peur, pour que tu cesses de parler de ces sujets-là, et ou, plus précisément, pour faire de l'intimidation, pour t'intimider, pour t'amener, te conditionner à ne plus parler de ces choses-là en te faisant peur à distance. Autrement dit, on te fait un épouvantail électronique quand tu parles au téléphone avec ça. Ça vient tannant en tabarouette. Oui. Puis il y a une question, par ailleurs, que j'aimerais poser à Steve là-dessus. Tu habites proche du croisement de 2 failles terrestres. Oui. On sait que ces failles-là, des fois, il peut y avoir des petites boules électriques. Oui, de gaz ou peu importe. Est-ce que ça peut avoir un effet électromagnétique sur une ligne téléphonique, par exemple, Steve? En passant, c'est la faille de Logan et la faille de Yamaska qui passent dans notre secteur. OK. La réponse est oui. OK. La réponse est oui, parce que depuis que j'ai jasé avec Carole de son cas téléphonique, c'est que la centrale digitale est pas où qu'elle habite. Elle est beaucoup plus loin. Ouais. Donc, il y a beaucoup de réseaux analogiques à travers avant que la ligne soit transformée digitale, parce que c'est quand même des événements qui sont récents. Donc, c'est sûr que la ligne est transformée de façon digitale à quelque part. Mais entre la centrale de TELUS et le domicile de Carole, c'est du câblage en cuivre. Okay. Fait tout est possible entre ces 2 points-là, dans ce tronçon-là. Donc, oui. Je peux t'interrompre. Donc oui, tu sais, t'as juste à prendre un aimant proche de ton téléphone filaire puis aller jouer au-dessus de ta ligne. Puis tu vas entendre des sons bizarres que tu vas entendre dans ton téléphone. Puis c'est pas parce que tu es sur écoute, tu es juste en train de jouer avec un aimant. Mais là, il y a comme une intelligence, entre guillemets, lorsqu'elle commence à parler d'un sujet particulier, là, les problèmes commencent. Oui, là, exact. On serait plus dans une intervention dite naturelle. Non, c'est ça, c'est que... Ça serait un drôle d'hasard à chaque fois. Faut toujours comprendre qu'à partir d'une ligne analogique, on peut se plugger à peu près n'importe où, puis rattacher un ordinateur qui va détecter des mots-clés. Mm-hmm. Donc, ça se peut que ça se passe pas à la centrale, puis ça se passe entre les deux. Ouais. Donc, tu sais, du moment... Un téléphone, c'est comme un microphone. Tu vois, Chantal m'a écrit aussi que quand on parlait... parce qu'on parlait ensemble, ça m'est arrivé avec Chantal, qu'on s'ostine souvent sur des sujets paranormaux, nous autres, et tout ça au téléphone, là, c'est des heures et des heures de plaisir. Et elle aussi me dit qu'elle entendait signaler, et elle entendait comme si quelqu'un avait décroché le téléphone de chez nous, à l'intérieur. Okay. Et moi, sur mon téléphone, je vois une lumière allumée, comme quoi qu'il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir une ligne au sous-sol, ou peu importe ailleurs. Puis t'es mais tout seul, je suis toute seule. Et donc, c'est impossible. Là. Donc, il y a une ligne qui se trouve à quelque part. Oui. De chez nous. Ben, c'est un peu comme ce que je disais, là, avec ma fameuse bottine. Je suis à 10 pâtés de maison de chez toi. Je vais me brancher sur le panneau. Ouais. Puis je vais prendre la ligne. Puis normalement, c'est un petit voyant lumineux chez toi qui dit qu'il y a un téléphone qui est décroché. Ben, même si moi, je suis à l'autre bout avec ma bottine, ben, tu le vois que je viens de décrocher la ligne. OK. Donc, la bottine, arrêtez de vous coller de la pizza sur mon mon chiffre à moi, là, parce que je commence à être tannée, là. Mais c'est juste que c'est à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là. Et là, je viens de défoncer mon temps. On n'a pas été à la pause encore, parce que c'est trop intéressant. On va y aller, puis on revient tout de suite après. Yes. Cette fois-ci, je ferme les micros. Je vous rappelle que ceux qui ont des textos à nous envoyer, vous pouvez le faire au 581-5011-96 ou vous pouvez aussi nous laisser un message sous le poster de la liste de nos invités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-tu le dire. C'est où qu'on voit votre belle petite binette à vous trois, les gars. Et c'est ça. Maintenant, on va y aller avec les sujets de Bruno Lefebvre. J'aimerais ça que tu nous parles de tout ce que tu nous as énuméré tantôt. Ça avait l'air d'une recette de pudding à l'arsenic digne
digne de comment on dit, donc, Astérix? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais juste terminer sur l'affaire du téléphone parce qu'on parlait de trucs étranges au téléphone et puis on a perdu notre ami au bout du fil durant notre... Jean-François? Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il est toujours là. Non, toujours là. Ah, OK. T'as pas été enlevé par les gars du téléphone? Non, pas encore, malheureusement. OK, bon. Ben écoutez, c'est ça. J'ai préparé des petits trucs pour ce matin parce que on sait que la Chine a décidé de s'installer sur la Lune. Je parle pas du pays au complet, mais bien d'un programme spatial. Ça se prendrait du temps à les envoyer par coup de 2 ou 3 personnes là-bas. Ça prendrait des millions d'années. Mais la Lune a décidé... La Chine a décidé d'aller sur la Lune et d'y rester, de faire les choses comme du monde. Parce qu'on sait que lorsque les Américains sont allés sur la Lune, on ne se gênera pas pour dire que c'était 6 expéditions de camping sauvage. Tu sais? Puis on ramenait une coupe de cailloux dans leur poche, puis ils ont analysé ça. Qui se trouve être en fait du bois pétrifié en plus, hein? Il y a eu un cas que c'est ça. Du bois pétrifié sur la Lune. Ben oui. Tu lis-tu mon blog, coudonc? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est parce que j'ai des problèmes avec mon Internet. Tu sais, quand j'ouvre ça, ça fait des... Pas de rumeur, là. Une conspiration est née, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, pour ce faire, ben, la Chine a décidé de marquer un grand coup. Ils sont allés se poser sur la face cachée de la Lune. Alors, qu'est-ce que c'est que la face cachée de la Lune? Ben, il n'y a pas de face cachée. C'est juste qu'on ne la voit jamais de la Terre. C'est une toute petite bande, finalement, qui n'est jamais visible de la Terre parce que la Lune tourne sur elle-même, mais elle tourne de façon synchrone à la rotation de la Terre, ce qui fait qu'on voit à peu près toujours la même position de la Lune. On voit un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, mais on voit jamais derrière. Or, jamais personne n'est allé poser un appareil là-bas. L'Union soviétique, cependant, dans les années 60 et 70... Lunocode? Oui, les Lunocodes, a vraiment cartographié, photographié et nommé tout ce qui se trouve sur la face cachée de la Lune. C'est des noms russes à 80% des cas. Cette fois-ci, la Chine a lancé un atterrisseur, là, comme un Lunocode, finalement, qui était la spécialité soviétique à l'époque. Sur bon, évidemment, j'étais absolument préparé pour ça. Puis là, ils sont sur le bassin d'Aitken. C'est au pôle sud de la Lune. C'est une surface qui a environ 1200 km de diamètre. C'est très grand et c'est creux. Ça descend jusqu'à 13 km de profondeur par rapport à la surface lunaire. Donc, ils sont dans un trou. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a une grande quantité d'hélium-3 qui est une sorte d'isotope non radioactif, non létal, mais qui permettrait d'alimenter des réacteurs à fusion thermonucléaire pendant des siècles et des siècles. Ça coûte énormément cher parce qu'il n'y en a pratiquement pas sur la Terre, mais la Lune en est entièrement recouverte par fine couche. Donc, il faut vraiment faire un travail d'extraction. Donc, la Chine... Les Chinois s'en vont là parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une source d'énergie importante et qu'ils vont être capables également scientifiquement d'entendre avec des radiotélescopes qui vont être complètement isolés de tous les bruits terrestres parce qu'ils sont de l'autre côté de la Lune. Ils vont pouvoir faire une meilleure observation de l'univers avec des radiotélescopes qu'ils veulent installer là avec une base permanente avec des astronautes chinois. Mais tu trouves pas que l'alunissage, les photos, vidéos qu'ils ont montrées, ça fait un petit peu bizarre? Ou ce que tu vois même pas tu vois le ciel noir, mais aucune étoile? Oui, c'est normal, ça. Mais en même temps, ça a l'air d'un écran ajouté en fond avec des pattes dans le premier plan. Là, tu parles des conspirationnistes de Apollo 11, Apollo 12. Non, la dernière alunissage. C'est la couleur du sol. Tu sais, la première photo, quand on aurait dit du sable. Oui, c'est ça. On dirait que, Caroline, ils ont changé le décor. Puis en plus, c'est en noir et blanc. Hey, on est en 2019, la couleur, je sais pas, tu verrais peut-être la couleur de la patte, tu verrais... Oui, mais moi, les photos, je les ai vues en couleur. Ça dépend ça dépend où tu les prenais, probablement. Donc, ça devait être une vidéo qui était liée à un site Internet de fraude ou de peut-être, je sais fake. Pas. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que le sol lunaire, il est gris. Il est gris pâle, puis il est gris foncé. Ah, t'es déjà allé là, toi? Ben, on voit les photos, puis on a tous écouté Cosmos 1999. Puis,
c'est ça. Donc, les trucs plus sombres, c'est vraiment des ondes de lave qui se sont étalées à la surface de la Lune. Il y en a beaucoup plus de notre côté, à nous, de la Lune, qu'il y en a du côté caché de la Lune. Ça s'est formé au moment où la Lune a été formée en même temps que la Terre par on parle de la fameuse planète X qui va frapper la Terre, ouais. hein? Mais ça s'est produit il y a des milliards d'années. Il y avait deux planétoïdes qui n'étaient pas sur l'orbite actuelle de la Terre, qui sont entrés en collision. Fait que ça a créé une nouvelle orbite pour une Terre et pour une Lune qui ont été formés à ce moment-là. Ils veulent étudier ça aussi, les Chinois, à la surface de la Lune. Mais ce qui est intéressant pour la semaine qui vient de se passer, c'est que les Chinois ont embarqué à bord de leur sonde Chang 4, excusez-moi, mon mandarin n'est pas très, très à jour, ils ont embarqué un petit caisson de 3 kg. C'est gros comme une grosse tasse à café quand vous allez dans un restaurant. Et à l'intérieur de ça, il y a du sol. C'est pas du sol lunaire, c'est de la terre terrestre avec des grains de pommes de terre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je tout ça par cœur dans l'auto. C'est ça. Avec des graines de pommes de terre, de coton, de colza, d'arabalette des dames, c'est un cousin du cresson, et puis avec de la levure et des œufs de mouche. Ils veulent vérifier, les Chinois, si on peut faire pousser des choses dans des conditions lunaires légèrement tempérées. Donc, faire naître des mouches aussi. Il va y avoir des... Oh, mon Dieu, on va-tu être pogné là-dessus en plus, ça la Lune avec des mouches là avec? Ouais, mais on va avoir des moustiques. Ouais. Je trouvais pas que c'était une bonne idée, mais... Ouais, non plus. Mais les œufs de mouches n'ont pas éclos parce qu'ils voulaient créer un petit écosystème viable à long terme, à moyen terme, dans cette petite tasse à café-là, parce que les œufs de mouches en particulier génèrent du dioxyde de carbone. Ah. Et ce dioxyde de carbone-là est absorbé par les plantes, notamment par les pommes de terre, qui à leur tour produisent de l'oxygène, qui à leur tour est absorbé par les œufs des mouches. Donc, ils voulaient faire un circuit comme ça. Malheureusement, ce qui semble avoir survécu au premier abord, ce n'est que la pousse de pommes de terre ou pommes de lune, qu'on pourrait dire maintenant. Oui. Et il y a eu un refroidissement parce qu'ils sont passés du jour lunaire à la nuit lunaire et ça s'est fait quand même assez rapidement. Ils sont passés à moins 52 degrés Celsius en dedans de 5 minutes. Donc, la pousse de pommes de terre a littéralement éclaté. Toute l'eau qu'il y a à l'intérieur de la pousse s'est cristallisée. Donc, ça s'est terminé là. La pomme de terre n'a pas réussi à se développer. Mais là, est-ce qu'ils vont revenir à la chaleur? Est-ce qu'il y a des chances que ça leur revienne? Peut-être, là, parce que ça ne veut pas dire que les autres pousses ne pousseront pas. Ouais. Lorsqu'ils vont revenir à une chaleur, mais c'est une chaleur de 170-175 degrés Celsius. C'est que là, on va voir ce qui va arriver. La vie s'adapte, hein? Oui, c'est ça? Tout à fait, mais la patate a poussé. Ça a commencé à pousser, on voit une petite pousse, puis c'est juste que là, ils ont vu que la protection n'était pas suffisante. Donc là, la prochaine fois, ils vont s'arranger. Parce qu'ils veulent faire les choses comme du monde, ils veulent s'installer sur la Lune. Donc là, ils vont manger des patates et tout ça, et ça va être correct pour eux à ce moment-là. Puis ça m'amène à la question, parce que tout le monde l'a vu passer dans le journal, cette histoire-là. Mm-hmm. Fait que je vais aller au fond, ce qui se fait derrière ça. Pourquoi que la Chine va sur la Lune pour la première fois et pour s'y installer sous le nez des Américains. Voilà, tu l'as dit. Et des Russes. Mais c'est drôle que excuse-moi, je vais pas t'interrompre, mais c'est vraiment drôle. Puis je me posais la question, advenant, qu'on tombe encore dans la théorie de la conspiration, parce qu'il y a beaucoup d'ufologues qui disent qu'il y a des ovnis qui partent de S4 et que le voyage sur la Lune est déjà établi sur une base régulière à partir de Groom Lake et ces places-là. Et il va y avoir une petite chicane là, si les Chinois y arrivent puis qu'eux sont déjà là puis qu'en plus on va rajouter la cerise sur le Sunday, ça serait en plus une base extraterrestre. Hey, ça va être un méchant party, là. Oui, surtout que vu que c'est sur la face cachée, à ce moment-là, il n'y a personne qui voit ce qui peut se passer. On ne saura rien. Donc, est-ce que les Chinois si on suit cette piste-là, bien sûr, selon le modèle, les Chinois peuvent aussi bien être en train d'établir des liens diplomatiques, entre guillemets. Si ça se trouve, évidemment, on ne peut pas le démontrer, ni toi ni moi présentement, mais sur la Terre, au niveau politique, il y a le jeu qui se joue. Les Américains ont annoncé qu'ils allaient retourner sur la Lune. On se souvient que George Bush Jr., George W., l'avait annoncé, c'est pas arrivé. Puis là, finalement,
Ils ont fait une campagne publicitaire qui a l'air d'une bande-annonce d'un film de science-fiction où est-ce qu'ils montrent comment les Américains vont retourner sur la Lune pour s'y installer. On se souvient, les plus vieux comme nous se souviennent, que la course à la Lune était l'une des batailles de la guerre froide. Et c'était à la vie, à la mort. L'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique étaient en guerre pour être les premiers dans l'espace. Les Russes ont gagné. Les premiers à mettre les pieds dans l'espace hors d'une cabine, c'est les Russes qui ont gagné. Et quand les Américains ont vu que leur fusée explosait encore au sol alors que Yuri Gagarin était monté jusqu'à l'espace et qu'Alexei Leonov avait fait une sortie extravéhiculaire dans l'espace, ben là, Kennedy a dit, OK, on va directement sur la Lune. Fait que là, ils ont mis le paquet pour aller sur la Lune. Or, les Russes, c'est là que leur système a cassé. Ils avaient une magnifique fusée, d'ailleurs, qu'on aurait pu voir dans les Sentinelles de l'air, la fameuse N1, une magnifique fusée. Elle est réellement belle. Allez voir ça. Oui, mais qui n'a jamais volé plus que 72 secondes. Et on sait que tout l'état-major soviétique, militaire, marine, etc., était tellement sûr que cette fusée-là était le triomphe du socialisme qu'ils sont allés avec le siège de jardin puis se sont assis à 30 mètres, 40 mètres du pas de tir, alors que les ingénieurs leur disaient, attendez-vous de là, vous allez vous faire tuer juste par le décollage. Ils ont dit non, c'est le socialisme triomphant. Eh bien, la fusée a explosé au décollage. Alors, tout l'état-major interarmé soviétique a été décimé en dedans d'un 1/8 de seconde sous la force d'à peu près 4 bombes atomiques d'Hiroshima, qui est à peu près la puissance qui était de la puissance des... On a parlé évidemment que les Américains s'en étaient mêlés pour que ça l'explose. Oh non. Le plan, fait un méchant coup de soleil. Ça. Oui. La N1 était un cauchemar de plombier. Il y avait 72 tuyères. La fusée Saturne V des Américains en avait 5. Alors, il suffisait qu'il y ait un petit backlash. Et c'est ça qui arrivait. Il y avait toujours un backlash qui se faisait à partir d'un des petits... C'était épouvantable. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Quelles sont les deux plus grandes puissances au monde présentement? Ben, les États-Unis, oui. L'Union soviétique n'existe plus. La Russie, ouais, ils font des sparages, mais c'est quand même un pays qui a une économie qui ne peut pas permettre une nouvelle course à l'espace. Et on a soudainement la Chine qui est la nouvelle puissance et qui va être la première puissance mondiale probablement dans 15 ans, 20 ans après que l'Inde ait remplacé les États-Unis dans quelques années. Bon. Alors, c'est une nouvelle course. C'est encore une nouvelle tentative d'éclat pour se placer à l'avant-scène de ce que l'être humain est capable de faire et pour le prestige. Alors, vous imaginez. Oui. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que, moi, j'ai toujours là en arrière de la tête là, que ça vient de Trump avec sa maudite... son mur? Non, pas son mur. Son toupette? Oui, c'est ça. Non, mais parce que là, Trump avait annoncé aussi de créer une unité spéciale de sécurité dans l'espace. Oui, le Space Force. Il y avait une armée de l'espace. Donc ça, je t'écoute parler, puis je n'ai qu'un d'autre choix que de dire, t'as raison, puis ça me fait trotter, ça me fait poser beaucoup de questions dans ma tête sur où est-ce qu'on s'en va dans le futur avec tout ça. Je te laisse continuer là-dessus. Oui, c'est ça, c'est que les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut penser, n'ont pas arrêté le programme spatial avec la fin des vols des navettes spatiales. Ça va faire bientôt 10 ans qu'il n'y a plus de vols de navettes. Ils ont le X-37B, je ne sais plus trop quoi, qui est une espèce de mini-navette spatiale. C'est un drone spatial, en fait, qui peut rester dans l'espace pendant un an et demi, qui peut changer de direction, il peut se promener où il veut, puis aller larguer des bombes pour aller espionner là où il veut. C'est quelque chose qui est extrêmement sophistiqué au niveau technique pour arriver à faire ça, même si les Russes nous disent qu'ils ont développé des armes à patati patata. Oui, c'est correct, mais les Américains ont gardé leur présence dans l'espace et ils ont même demandé à l'industrie privée de créer des lanceurs économiques. Donc là, on a celui d'Elon Musk qui décolle et qui vient se reposer avec les pattes qui s'ouvrent. Là, vraiment, on est rendu dans l'an 2000, comme je dis. Là, ça vient se reposer exactement là où ça a décollé. C'est absolument extraordinaire. Ça vient d'ouvrir la porte à non seulement des excursions de camping sauvage dans l'espace, mais vraiment d'ouvrir des lignes vers la Lune ou vers l'orbite de la Terre. Donc ça, c'est très clair que les Américains vont retourner sur la Lune et qu'ils vont devoir la partager, entre guillemets, avec les Chinois. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Est-ce que
le rêve de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, va se réaliser que de faire de la collaboration dans l'exploration spatiale. Ce que l'on voit avec la Station spatiale internationale, mais est-ce qu'on va faire ça pour aller sur la Lune? Est-ce qu'on va faire ça pour aller sur Mars? Est-ce que les polarités politiques entre les deux nations, parce que ce sont deux régimes politiques totalement opposés. La Chine est le dernier, bon, avec la Corée du Nord, là, mais bon, ça, c'est des proutes de proutes. C'est le dernier régime communiste qui existe sur la planète, avec une dictature, on ne sait pas trop, on donne du pouce, on les aime pas, on apprend le mandarin. Ils font toute la production industrielle lourde pour la planète là-bas. Le linge qu'on porte vient à moitié du temps de là-bas. Bon, c'est ça qu'on risque d'avoir, c'est ça. Et s'il y a, comme tu disais, notre cher ami au bout du fil, dont je viens d'oublier le nom, excuse-moi. Jean-François. Jean-François, c'est ça. Ça va être de voir si tout à coup, les deux, c'est les Américains et les Chinois vont se mêler dans leur lacet de bottine quand il va être question soudainement de parler d'OVNI ou lorsque l'on voit au centre spatial Johnson, ou est-ce que lorsque tout à coup, lorsque les gars de la navette spatiale disaient « Oh, on a un boogie », d'un coup, l'image ça redevenait la mire de couleur qu'il y a à la télévision. Est-ce que ça va être la même chose pour la Chine? Ça risque d'être intéressant. Est-ce qu'ils vont retenir de secret ou pas? Et là, je me pose la question. En fait, je constate aussi quelque chose. Corrige-moi si je suis dans l'erreur. Je pense pas que c'est Phoenix, mais je pense que c'est Johnson qui avait fait une conférence à l'ONU, puis qui avait dit, on peut le trouver sur Internet, puis qui avait dit comment que les différences de tous les pays seraient très petites si on devrions faire face à une attaque extraterrestre. Oui, c'est Ronald Reagan. Ronald Reagan, il a dit... Reagan, c'est ça. Il l'a dit 2 fois plutôt qu'une. Il l'a dit au moment où il était avec Gorbatchev en Islande. Il a lancé le truc comme ça aux journalistes qui étaient présents. Et puis, il a repris, comme tu le dis, c'était à l'ONU. Ça, c'est ce que je me souviens aussi. On le voit... à l'Assemblée générale, et puis on voit le truc de marbre vert derrière lui, et il envoie ça en pleine face. Il parle d'un truc, et tout d'un coup, il change de sujet, puis il dit... Comment nos différences seraient minimes? La prochaine guerre sera c'est lui, ça, qui avait dit ça? Sera intergalactique ou une patente comme ça? Ça, c'est le général MacArthur qui avait dit ça. Ah oui, c'est vrai. Dans les années 50, dans les années 50. 40-50? Oui. Et on se rappelle aussi que, il y a pas tellement longtemps, il y avait un représentant de la France qui avait fait aussi... ça, c'est fort, ça. Ça, c'est où il a commis un gros impair, ou bien il a dit à la face de tout le monde, « Hey, c'est vrai, là. » Ouais. Ah ouais. C'est des fuites. J'ai resté ça, j'ai pogné mon 2 minutes, là, j'ai fait ma bulle, là. C'est ça, c'est des fuites qui sont lancées dans la population. Si je vous parle du Vatican, est-ce qu'il y a un organisme plus conservateur que le Vatican? Pas mal. Eh bien, le Vatican, c'est celui qui en dit le plus. Il y avait le monseigneur Balducci, si je me souviens bien de son nom, il est décédé aujourd'hui, et il n'en manquait pas une, que ce soit à la télévision nationale italienne, la RAI ou partout dans des livres, il disait, on le sait, et lorsqu'ils vont venir nous voir ou qu'on va les rencontrer, ils vont sûrement être très sympathiques à la cause du Christ et on va les convertir. Mais avant qu'ils disent ça ils disaient on le sait. Il disait, nous le savons, ils sont là. C'est pas c'est pas typique là au fin fond de la paroisse de Saint-Sauveur là qu'il y a ou Sainte-Croix. De Sainte-Croix, il y a même plus de curé là. C'est le gars, il est au Vatican, il travaille dans le gouvernement de l'Église catholique lui là. Mais est-ce que ça peut être comme qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que ça peut être comme Paul Hellyer? Paul Hellyer, il dit pas ce qu'il a appris quand il était ministre, il dit ce qu'il a lu après. Oui, là ça c'est un cas de contamination. Méchante différence, là. Oui, parce que Paul Hellyer, c'était le ministre de l'armée canadienne, responsable de la défense nationale, lors d'octobre 70, les événements d'octobre 70. C'est-à-dire qu'au Québec, on peut lui dire, lui, Trudeau, c'est la même chose, les mesures de guerre et tout ça, on peut lui en vouloir. Qui parle ouvertement des ovnis, c'est une chose, mais comme tu dis, il a appris ça, t'écoutes ce qu'il dit, puis ça sort d'un paquet de sites conspirationnistes. Alors... tu me dis peut-être que c'est correct, mais peut-être pas non plus. Je l'écoutais, v'là pas longtemps, une conférence qui donnait, et
on est en 2004. Il dit, ça fait 8 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Oui. Il s'intéressait pas quand il était ministre, là, je pense. Là. C'est depuis qu'il a pris sa retraite. C'est ça. Et c'est drôle que vous parliez tantôt du Vatican aussi, pour revenir aussi à ça, cette conspiration-là. J'ai une émission que j'écoute beaucoup qui est Coast to Coast. Et ils ont reçu dernièrement, je pense que c'est l'année passée, je m'excuse d'avance si je prononce mal son nom, mais je vais essayer de donner l'information pour que Carole le mette sur son site. Il y a un traducteur du Vatican qui s'appelle M. Moriglino, à moins que je me trompe de ce nom, et il a été mandaté par le Vatican pour traduire la Bible de l'ancien araméen. Et à fur et à mesure qu'il emmenait la traduction, il a demandé à avoir les documents originaux pour être capable de faire une meilleure traduction au niveau de la langue. Parce que ça concordait pas avec l'histoire conventionnelle de la création de Genève. Les textes étaient similaires, mais il y a toujours quelque chose qui marchait pas bien. Et à fur et à mesure qu'il a avancé dans sa recherche, il s'est rapproché beaucoup plus de l'hypothèse sumérienne de ces dieux-là qui sont revenus, qui sont descendus, on va s'en rappeler dans la Bible, ces anges déchus qui ont été bannis sur la terre, qui ont pris femmes, qui ont fait des enfants, ce qu'on appelle les Néphilim, the Son of God. Et quand que le Vatican a réalisé qu'il avait mis la main sur ce genre d'informations-là, bien évidemment, ils ont donné son 4%, ils ont dit merci, c'est la dernière fois que vous travaillez pour nous. Mais M. Mourinho a commencé à faire de la conférence justement sur le phénomène OVNI pour sensibiliser les gens sur la traduction sur laquelle il avait mis ces fameuses mains dessus, parce que là, je crois que la création s'en va un petit peu plus vers là. Tantôt, on parlait de Nibiru, on parlait de la collision qu'il y a eu entre les corps célestes, mais il faut pas oublier que l'anneau de Saturne est le résultat des débris qui a flotté. Ça a pris une autre orbite et ça a créé l'anneau de Saturne. Hey, Jean-François? Oui? Je t'écoutais, je me demandais comment m'en faire pas te couper. J'ai pas le choix de te couper parce qu'il reste à peine 5 minutes à l'émission. Et j'ai un petit sujet aussi que je voudrais faire parler aussi par Steve et je dois parler avec Manon dans quelques instants. Steve... Donc, rapidement, la raison de ma présence, parce que la fin de semaine prochaine, on va avoir notre premier souper ufologique de 2019. On va clôturer notre année 2018. On a manqué de temps avec notre congrès. Donc, on clôture notre année 2018 et on débute notre année 2019 du côté super ufologique. Donc, ça va être... Du Garpan, c'est ça? Oui, du Garpan, exactement. Donc, ça va être samedi le 26 janvier, toujours au même endroit, où restaurant Normandin, effectivement. Donc, on va recevoir M. Christian... Là, excusez-moi si je me trompe sur son nom de famille. J'ai un nom de famille bizarre, mais ça m'arrive aussi de me tromper. Donc, M. Christian Pressiour. Ça ressemble-tu à ça? Aucune idée. Je m'excuse déjà. Regarde, juste l'oser, c'est bizarre comme nom. Vous viendrez voir. Ouais, mais t'arrives des affaires bizarres dans ton coin aussi. Hein, On va vous mettre le lien anyway. Exact. Donc, visiteur de l'espace et civilisation ancienne. Et mon collègue et ami Yann qui va parler et si les humanoïdes n'étaient pas des extraterrestres. OK. Donc, c'est le 26 janvier, Normandin, comme je disais. Samedi prochain. Et je me permets de dire que le niveau des conférences de Yann Vandenay est relevé. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je convie tout le monde à assister à ces conférences. J'en ai vu quelques-unes et j'étais sur le CUL. OK. Je peux me permettre aussi, j'avais, 10 secondes. Aussi avant. Et on a toujours beaucoup de plaisir. Les gens sont très passionnés. Les conversations sont super. On accueille vraiment tout le monde. Yann accueille vraiment tout le monde. Et c'est des belles conférences. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous invite effectivement là, à sonner et aller à cette conférence-là. C'est super. Là, si je veux parler avec Manon, mais avant de parler avec Manon, je vais remercier Bruno Lefebvre. Bruno, je te remercie pour ta chronique que je trouvais excellente. Ben, merci beaucoup. J'ai parlé exactement pas en tout de ce que j'avais préparé. Mais
Il va falloir que tu reviennes parce que ce que tu avais préparé, je veux l'entendre. Et Jean Morissette, merci beaucoup aussi. Ça fait plaisir, Carole. C'est toujours le fun de vous avoir en studio, les gars. C'est fun parce que... C'est pour ça qu'on vient aussi. Ben oui, on fera un beau travail d'équipe. Et en même temps, Steve Zuniga, je te remercie aussi, Steve, d'avoir été là. Il va falloir que vous reveniez. Pas le choix. Il va falloir qu'on prenne un abonnement. Pas le choix. Et Manon dit Martine. Je commence Martine bien à la radio. Oui, il faut faire de la continuité, quand même. Non, c'est vraiment une gag un running gag. Un running entre gag. Nous deux. Mais je pense qu'il est en train de je sais pas, il me laisse des taches dans le cerveau. Je hante tes nuits. De quoi on va parler, Manon, à ton émission? Tu sais pas quoi, hein? Ça fait 2 ans que Codef 3.0 existe. Ah oui? Oui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'opportunité, la chance merveilleuse de recevoir la fondatrice de Codef 3.0. Elle est là pour venir passer des messages bien spéciaux. Elle va nous livrer son témoignage. Elle va nous parler de la Maison de l'Éclaircie qui a joué un rôle déterminant dans sa vie. Je vous en dis pas plus. Moi, je vous invite à rester avec nous pour les 2 prochaines heures. On va aider particulièrement les gens qui auraient des troubles alimentaires. Okay. Donc, ça sera très, 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 très intéressant. Oui, j'ai bien hâte on va vous écouter, je pense, à notre retour, parce que vous savez que tout le monde, vous pouvez la capter dans votre auto, ceux qui sont dans le secteur Québec-Lévis, et même la Beauce, une partie de la Beauce, la Binière. Chez nous, je le prends dans ma cour, imaginez-vous donc. Pas dans ma maison, mais dans ma cour, dans l'auto. Ouais. www.969fm.ca, ça doit marcher chez vous aussi. Oui. Ça, oui. Yes. Ça, oui. Alors, je vous remercie beaucoup à tous les auditeurs pour notre première émission qui a fut, ma foi, très belle cote d'écoute. Je suis très heureuse. Je vous souhaite une bonne semaine et merci Jean-François d'avoir été là. Merci à toi. Bye bye tout le monde.